chose sérieuse. J'ai mes munitions, mon Pepsi, et mes chewing-gums Blackjack, et surtout, ce pressentiment. Ce merveilleux pressentiment qu'il va encore se passer des trucs. Bienvenue sur Podbox, le podcast bimensuel qui vous distille l'actualité podcastique tout en décortiquant ses invités. Évidemment, consacré uniquement à la nuit au max. Était-ce vraiment nécessaire? Je pense que c'est vraiment nécessaire Bon, c'est ça. à l'ensemble des nuits au max et ensuite, bien évidemment, à l'équipe de l'agence Too Geek, qui ce soir est représentée par Mister D et LTP. Coucou. La forme, après le petit repas, les tic-tac sont pas loin. Tout est bon, on a du Jack Daniel. On a fait une combo grec tic-tac. Ouais, c'était très léger. Mais le tic-tac suffit-il à cacher le grec? Non, mais ça va. Mais le Jack Dan, oui. Jack Dan, ça fait couler le grec. Plus efficace. Ah bon, moi je dis. Donc, Ok. On va commencer rapidement par des petits remerciements de la semaine dernière. Donc, un remerciement à Armos, qui à chaque fois très gentiment nous laisse des petits commentaires sur le site avec ses impressions, ce qui est toujours très appréciable. Osef, Siddhartha sur Twitter, Philippe Cazenave et In The Blix. des gens bien. Des gens bien. Qui nous a laissé un message très, très sympathique sur le Facebook de Podbox. Peut-être Laurent, toi, de ton côté, Moi, je suis encore ravi d'être là et de recevoir encore du beau linge. Voilà, il faut appeler ça comme ça. Ça fait toujours plaisir de recevoir des personnalités comme ça. Oui, on sent machine à laver. Ouais, exactement. Voilà. Je parlais surtout si tu avais des remerciements qu'on t'avait fait ou des choses que tu souhaitais. J'ai eu des petits retours, j'ai plus en tête parce que. Ou même pas des remerciements, des insultes peut-être. Non, ça va. Non, je gère bien, moi. Ça va bien, ça. Je sais pas, moi. Je ne comprends pas ces gens qui trouvent qu'Internet est violent. Moi, je ne trouve qu'amour et gentillesse sur Internet. Donc, bon, voilà. Ah, le Suisse. Ah bon, ça? Ah non, je sais pas. Moi, je trouve tous les gens que je croise via Internet sont adorables. Bon. Ils sont beaux et gentils. C'est vrai. C'est en tout cas tous ceux qui viennent à la nuit au max sont Absolument beaux et gentils. On les aime. Voilà. Justement, ça va nous faire Transition toute trouvée pour entamer. fait passer à la première partie consacrée aux nuits au max, parce que c'est pas à la nuit au max, hein. Il y en a plusieurs. Donc peut-être on va faire un petit résumé de ce que sont les nuits au max. Dans les nuits au max, c'est le Maxlander, un cinéma à Paris d'à peu près 600 places. On peut appeler ça quoi? C'est exactement. 600 580 places. Donc, quasiment 600 places. Oui, quasiment. Oui. Qui est un théâtre, qui est un théâtre. cinéma qui ressemble beaucoup à un théâtre à l'italienne, avec des balcons. Voilà, il y a 2 balcons, une mezzanine, un premier balcon et le deuxième balcon. Je pense que c'est un cinéma qui est qui est construit depuis très longtemps à Paris. Ça doit être un cinéma, je suis sûr, depuis les années 60. C'est même beaucoup plus vieux que ça, je crois. Alors, il y a les infos sur le blog du Maxlander, mais je crois que c'est un cinéma qui date carrément du début du siècle, enfin des années 20 ou 30. D'accord. En fait, il a appartenu à Maxlander, le cinéaste, et c'était son lieu de projection, je crois. Je dis peut-être des bêtises, mais je crois que c'est vraiment très très vieux. Et la forme actuelle du Maxlander date de la fin des années 80, puisque la refonte technologique, on va dire, du Maxlander date de 88 ou 89, où ils ont totalement cassé le cinéma pour le reconstruire tel qu'on le voit aujourd'hui, c'est-à-dire cette salle qui est toute noire, très belle, avec des sièges très confortables, et le système THX qui a été installé à l'époque. À l'époque. Si je me souviens bien, ça devait être la deuxième ou la troisième salle à avoir le THX en France, puisque la première c'était le Forum Horizon
dans le forum des Halles qui est devenu aujourd'hui le Cité Ciné. Ouais, l'affreux UGC Cité Ciné. Qui était alors une salle absolument remarquable, le Forum Horizon, puisqu'elle avait été designée par les gens de chez THX, chez Lucasfilm, spécialement puisque c'était une salle qui avait été construite à l'époque, et c'était la première salle au monde qui avait été designée par les gens de chez Lucasfilm. C'est-à-dire que le propriétaire de la salle ne savait pas comment la fabriquer vraiment, il avait des plans de salle de cinéma, mais il voulait installer le THX, donc il a été voir les gens de chez Lucas, il leur a dit, voilà, vous avez la possibilité de faire ce que vous avez envie au niveau auditorium, faites-vous plaisir. Les mecs ont dit, ah chouette, designer la pente de la salle, la taille de l'écran, la proportion de la salle, etc., en fonction des critères du THX. Et le Max Linder, ça a été un peu la même chose parce qu'elle a été carrément complètement détruite de l'intérieur pour être entièrement reconstruite. Et ils ont eu pas mal de liberté. C'est pour ça que le son est vachement bon au Max. Voilà. Rappelons que pour chaque système THX dans le monde, il y a un petit sous-sous qui tombe dans la poche de Georges quand même. Oui, enfin, ça dépend. Oui, c'est juste l'entretien, on va dire, du système d'amplification et la certification du truc qui est faite régulièrement. Mais je crois que le Max, ils l'ont pas fait. Ils l'ont pas renouvelé. Non, ils l'ont pas renouvelé depuis longtemps, mais les spécifications sont toujours là. Ils sont toujours aux normes THX. Et ça s'entend, hein, parce qu'une salle. L'UGC Cité Ciné, justement, l'ex-Forum Horizon, ils ont arrêté totalement d'être aux normes du THX. Et moi, je trouve que le son dans la grande salle est devenu totalement pourri. Bah, ils sont mis à faire fort au lieu de faire. Enfin voilà, c'est souvent juste pousser très fort. Mais en fait, parfois c'est un peu fort. Le principe du THX, c'est à la base, c'est le principe de multi-amplification. C'est-à-dire que quand chaque enceinte est amplifiée. Ouais, enfin c'est plus compliqué que ça. En fait, quand on prend une courbe sonore, c'est comme quand on regarde sur un oscilloscope une courbe de Gauss. C'est une espèce de courbe très fragmentée. On voit ça sur les logiciels d'édition son. C'est la courbe du son. Le truc, c'est quand on l'amplifie massivement, en fait, on crée des déformations de cette courbe parce que juste une amplification en puissance de la courbe fait qu'elle se déforme, elle s'écrase et le son n'est pas on va dire, n'est pas juste amplifié, mais déformé aussi. Déformé avec l'amplification, même avec des très bonnes enceintes. La grande idée du THX, c'est d'avoir fragmenté cette courbe en portions, et ces portions sont amplifiées individuellement et recomposées. Et ce qu'en fait, ça permet de garder la forme exacte de la courbe d'origine sans la déformer. Et donc, c'est pour ça que le THX, il y a cette qualité de définition, on va dire, du son des graves jusqu'aux aigus, sans cette espèce d'amalgame que peut avoir une amplification basique, qui fait que quand on amplifie très fort, le son s'écrase et devient des médiums, quoi. Et c'était la grande idée à l'époque du THX, de la multi-amplification. Et ils ont gardé tous les amplis d'ailleurs. Il y a juste le préampli numérique qui a changé. Et c'est pour ça qu'au Max, ils ont vraiment une qualité. Moi, je trouve qu'il y a une qualité de son par rapport au film qu'on projette qui est vraiment exceptionnelle. Ouais, et d'autant. Tu notes, Monsieur Smith, qu'avoir Mr. D dans un podcast, c'est sûr de se coucher moins con le soir quand même. Hein. C'est un truc qui m'avait passionné à l'époque. Et je ne comprenais pas. Moi, je me suis pris ma première claque. On va en parler parce que ça a un rapport avec Aliens qu'on projette samedi prochain. Alors, je ne sais pas quand votre podcast sera diffusé, mais on va tout faire justement pour. Je vais bosser toute la nuit pour qu'il soit dispo demain. Et ben en tout cas, donc pour la nuit au Max. Il y a la Max spécial Alien à 23h15. Exactement. Merci Lord. Et on va planter. Vas-y, Lord ton père. Alors le premier Alien, le second Aliens de James Cameron. Et enfin, le film bonus, est-ce qu'on a le droit d'en parler? Oui, bien sûr, on l'a annoncé. Ça a été dit. Event Horizon. Que moi, je connais pas du tout. Voilà, vraiment pas du tout. On discutait de ça tout à l'heure, justement, avec Laurent, qui moi, je l'ai vu, comme on avait discuté vite fait avec toi, David. Mais lui, Laurent, par contre, ne connaissait pas du tout. C'est un petit film qui date de 97, qui est d'un réalisateur pas très aimé, qui s'appelle Paul W.S. Anderson. Faut dire que il a fait Resident Evil. Hein. Il a fait quand même des super daubes. Il a même fait le remake des Mousquetaires récemment, qui est quand même quelque chose. C'était l'apocalypse un peu ce truc-là. Ouais. Donc c'est un des pires réalisateurs du monde. Mais à l'époque, il a fait 2 films que je trouve d'intérêt. Le premier, c'est l'adaptation de Mortal Kombat. Que honnêtement, je trouve que le premier. Ouais. L'univers était bien rendu. Ouais, en tout cas, je trouve pas ça ridicule. Non, je suis d'accord. Street Fighter, je pourrais vous en parler aussi, c'était quelque chose.
parce que j'ai rencontré le réalisateur et c'était très intéressant de parler de l'adaptation de Street Fighter, mais ça fera l'objet d'un autre podcast. Ouais. Par contre, le Mortal Kombat, moi je trouvais que l'univers était intéressant, qu'il y avait des idées, et il a enchaîné sur Event Horizon, donc qui est un film d'horreur de science-fiction. Le pitch, je peux vous le donner en 2 secondes. C'est un vaisseau qui s'appelle l'Event Horizon, qui a disparu depuis des années, et paf, il réapparaît en orbite de, je sais plus si c'est c'est pas vers Neptune. c'est Uranus ou Neptune ou un truc comme ça, ouais. Il est dans la haute atmosphère d'une gazeuse, d'une géante gazeuse. Et on envoie une équipe pour voir ce qui se passe à bord. Exactement, pour voir ce qui s'est passé. Voilà. Et Toujours des pauvres mecs qu'on envoie au charbon. Et là, charbon. vous allez flipper En votre fait, race. ce qui se passe, c'est que c'est le pendant, on va dire, fantastique de Alien. C'est-à-dire que D'accord. c'est le principe de la maison hantée, adapté à la science-fiction, adapté à un vaisseau dans l'espace. Au même titre que Alien était le principe du film de monstres et d'horreur adapté à la science-fiction. Pareil, Event Horizon reprend le principe de la maison hantée, de la maison de l'horreur, où il y a eu un très bon roman de Matt Easton, adapté par Robert Wise, je crois, sur la maison des damnés, qui était excellent. Et voilà, ça c'est ce principe-là, transféré dans l'espace. Et je trouve que le film a plusieurs intérêts. D'abord, il y a Sam Neill que j'aime beaucoup. Et il y a un bon casting dans l'ensemble, même s'ils ne jouent pas tous très bien. Mais par contre, puis surtout, on les fait jargonner un maximum, des bidules. Ah, les phaseurs pleine puissance, tout ça. C'est pas Star Trek, mais c'est du même acabit. Mais il y a des décors qui sont magnifiques. Mais alors, pour le coup, le mec qui a fait les designs, c'est vraiment superbe. Et rien que pour voir la photo, les décors et Sam Neill, le film vaut le coup. Il y a vraiment une belle ambiance. Moi, j'aime beaucoup ce film-là. Puis c'est un film, j'ai choisi aussi parce que c'est un film qui est court. Il fait 1h36. Et on avait un problème de durée de film parce que tout le monde disait Alien 3, etc. Alien 3, je veux bien le passer, mais que la version longue, quoi. Parce que la version courte n'est pas intéressante. Et la Director's Cut est vraiment bien, mais elle fait 2h20. Alors, le James Cameron, le Aliens, il fait 2h40. Le Alien fait 2h. Donc 2h plus 2h40, on est déjà à 4h40 de film. C'est bien. Plus 1h36, ça va. Ça fait, on est à 5h, 6h de film, ça va. Si on avait passé un autre film de SF ou un autre de la saga Alien, ça devenait beaucoup trop long. Et moi, c'est vraiment le truc. Alors, on est direct dans le sujet des Nuo Max. Quand je fais la programmation des Nuo Max, l'idée, c'est quand même de passer un bon moment. Bah oui, quand même. Non, mais il y a des gens qui me demandent, mais pourquoi tu fais pas la nuit Seigneur des Anneaux Mais c'est juste pas possible, quoi. Pourtant, moi, tu as rejeté une très bonne idée que je t'avais donnée, c'était la nuit Blade Runner, avec toutes les versions. Oui, la même nuit. T'aurais eu beaucoup de succès. Je pense qu'après, on s'enferme tous dans une salle capitonnée avec des chemises avec les manches dans le dos, quoi. Voilà, c'est ça. Pas du tout. Mais d'ailleurs, David, je rebondis sur le fait que c'est la 8e qui est faite. Attends. Alors, il y a un débat à savoir si on compte Rencontre du troisième type ou pas. Pas Rencontre du troisième type, c'est la 7e. Parce que Rencontre du troisième type, c'était juste une projection, c'était pas la nuit complète, c'était un film. C'est le seul film, oui. Donc, oui. Mais réellement. C'était un petit peu. Mais on pourrait dire quand même que c'est la 8e pratiquement. 8e édition pour Alien et le 8e passager le samedi 8. Je veux dire ça. Le samedi 8. Le samedi 8. Ouais. Mais du coup, c'est vrai que il y a eu donc le Rencontre du troisième type qui était une projection d'un seul film, qui était aussi, je pense, un test, mais tu vas confirmer ça. Moi, on voulait tester, savoir si le Blu-ray. Parce que moi j'étais très surpris de découvrir. C'était un Blu-ray, le Rencontre du troisième type. Le Blu-ray de rencontre. Ouais. Et c'est partie des grosses discussions aussi qui sont sur Facebook. Je sais pas si vous suivez un peu ce qu'on raconte sur Facebook. De temps en temps, Ça arrive de râler sur la nuit au max. J'ai encore râlé hier soir, mais bon. C'est les gens, quand on leur dit que c'est du Blu-ray, ça va être pourri, quoi. Alors là, il faut. Je tiens à remettre les choses à leur place. Rien ne vaut la pellicule. Rien ne vaut une copie 35. Rien ne vaut évidemment une copie 70 mm. Mais pour ceux qui ne connaissent pas, les copies 70 mm, de toute façon, ils n'en verront plus parce qu'il n'y en a plus. Il n'y en a juste plus depuis 10 ans. Il n'y en a plus qui sont produites, il n'y en a plus qui sont fabriquées, il n'y en a pratiquement plus qui existent. Alors, il y a des collectionneurs privés qui doivent en avoir encore, mais des copies 70 mm de bonne qualité, il y en a pratiquement plus, voire plus.
Et d'ailleurs, il y a pratiquement plus de projecteurs non plus. Au max, ils ont encore un projecteur 70, mais il n'a pas tourné depuis 6 ans. Donc, ils sont même pas sûrs qu'il marche encore. Donc voilà, le 70 mm, on oublie. Alors, il reste le 35 mm. Et le problème du 35, c'est deux choses. Les films sont livrés en bobine, donc il faut remonter les bobines et les démonter pour rendre le film, ce qui fait qu'il y a une manipulation de la pellicule qui, au niveau des changements de bobine, et il y en a quand même 4 ou 5 dans un film, abîme terriblement la copie. Alors moi, j'ai rien contre, mais une copie trop abîmée, trop rayée ou mal tirée, ça arrive aussi, c'est insupportable. J'allais te faire la réflexion, j'ai vu à la Cinémathèque un jour Laurence d'Arabie, dans une copie pas très bonne, finalement c'est pas plaisant, même si ok il y a le grand écran, mais quand la copie est vraiment avec des cracks, avec des trucs, c'est pas agréable. Et alors l'autre problème, c'est le son. Alors il se trouve que pour Alien, là on est verni, parce que la copie est en bon état. Alors, j'ai pas vu les jointures, mais j'ai vu une partie, enfin la copie est vraiment belle. Et comme c'est la copie, la Director's Cut qui doit dater de 2002 ou 2003, Elle a le son qui va bien. et ben elle a un son en digital. Ils ont une piste numérique. Ce D'accord. qui n'est pas le cas de beaucoup de copies des films de l'époque dont on passe, c'est-à-dire Les Rencontres, Les Back to the Future, tout ça, où il y a beaucoup de copies 35 qui n'ont pas de piste numérique. Et alors là, le son en analogique 35, puisque c'est une lecture optique du son. Il y a une espèce de. Mr. D, le son est sur la pellicule, à côté de l'image? Oui, il est codé sur le côté de l'image. Alors quand c'est un codage numérique, pas de problème, on a la qualité habituelle du numérique. Et quand c'est un codage optique, parce que l'intérêt du 70 mm de ces grosses pellicules, c'est que sur le côté, il y avait des pistes magnétiques. C'était souvent 6 pistes magnétiques ou 8 ou 7 pistes magnétiques, je sais plus. Et là, il y avait une qualité de son qui était très bonne. Mais par contre, sur l'optique, la lecture optique du son, même avec les progrès, alors les copies les plus récentes, ça va, mais les copies des années 80, c'était pas très bon et c'était un Dolby assez moyen. Et moi, je préfère les sources souvent HD du son des Blu-ray, évidemment, qu'une copie 35 très moyenne. Parce que pour rebondir sur ça, franchement, moi, quand à la soirée rétro gaming, quand on a passé Tron, il était superbe. Ah ouais, la copie était superbe. Tu avais presque l'impression, je l'avais vu 10 fois Tron, mais tu t'en reprends plein la gueule. Moi, j'ai en revoyant Tron à la soirée retro gaming, je sais pas pour toi Mathieu, lors de ton père, mais j'ai eu l'impression de revoir le film comme je l'avais vu à l'époque, en 1983 ou 82, je sais plus. Moi, c'est la première fois que je le voyais au ciné. Moi aussi, à l'époque, ah oui, moi aussi. J'ai redécouvert le film au ciné, mais j'avais fait les tests avant et j'étais sur le cul de la qualité d'image du Blu-ray. Je pense que c'est le film qui passait le mieux. Alors évidemment, on passerait des dessins animés, par exemple, avec des sources Blu-ray. On l'a fait avec Miyazaki. Ça passe super bien parce qu'évidemment, le codage est suffisamment bon. Il y a des gros aplats de couleurs, donc ça se code très bien. Quand il y a des gros mouvements, que c'est très rapide, que les films sont un peu anciens, etc., alors ça dépend de la qualité des copies, quoi. Mais dans l'ensemble, bon, moi je peux pas me battre contre les gens qui me disent que la péloche c'est mieux. Évidemment que c'est mieux. Un DCP, c'est-à-dire une copie numérique fournie par le distributeur, c'est aussi beaucoup mieux, hein, puisque les sources, généralement c'est des sources 4K qui sont ramenées à 2K, mais c'est pas le même niveau d'encodage. Pour expliquer aux gens qui connaissent pas bien, en gros, un Blu-ray, c'est du 4 mégabits par seconde, 4 à 8, voire 10 mégabits par seconde. Ça dépend des films, ça dépend de la durée des films. C'est quand même très. Il y a du son. Il y a du son aussi, du DTS à côté. Il prend beaucoup de place sur la galette. Donc tout ça, c'est très compressé par rapport à un DCP qui est donc la copie numérique du film fournie par un distributeur, qui est la même chose. Pas tellement plus de résolution, c'est pratiquement la même résolution. Et par contre, le débit de l'image est nettement plus important, ce qui fait que l'image est moins compressée et donc il y a moins de grains ou d'artefacts dus à la compression numérique et évidemment c'est meilleur. Mais le gros problème, c'est que nous, à la Nuit au Max, la philosophie, je parle beaucoup là. Mais... On va t'arrêter. Non, mais la philosophie, c'est de passer des films grands spectacles, parce que on a demandé des tas de films, voire des nanars, un truc comme ça. Les gens viennent pas. Mais c'est pas ça, c'est surtout que j'ai dit le Max Linder, c'est un cinéma pour le grand spectacle. Alors du coup, je te pose la question, c'est toi qui es à l'origine de ça, ou c'est quoi l'initiative, la première fois où tu t'es dit tiens Ah oui, alors l'idée c'est qu'il y a 20 ans, en 80, un peu plus maintenant, 88-89, au Max Linder, il faisait un truc qui s'appelait les étés du 70 mm. Alors c'était juste magique parce que tout l'été, au mois d'août,
il passait 2 films par jour, voire 3 différents, en copie 70 mm. Et puis pas n'importe quoi, les Indiana Jones, les Blade Runner, les Aliens, Silverado, la Tour Infernale. Enfin, j'ai vu des tonnes et des tonnes de Brainstorm. C'est pour ceux qui voulaient pas bronzer l'été. C'est ça. Exactement. Pour ceux qui bronzent. Donc ils avaient déjà une certaine volonté de faire des trucs un petit peu décalés et assez sympathiques. C'était, je me souviens plus, je crois que c'est Zimmerman qui dirigeait la salle à l'époque. Et lui, c'était un gros cinéphile et il avait mis ça en place et c'était un boulot d'enfer parce qu'il fallait changer les copies toutes les 3 heures. Fallait fallait charger les plateaux en 70 mm. C'était un gros boulot. Mais j'ai vu Legend de Ridley Scott dans cette condition. J'ai vu j'ai dit Brainstorm de Douglas Trumbull et c'est des trucs que j'ai jamais pu les revoir comme ça. C'était hallucinant, quoi. Mais vraiment hallucinant. Qualité de copie de projection à tomber par terre. Donc évidemment, ça laisse des souvenirs. J'avais une vingtaine d'années, j'avais 20 ans, et quand on voit ça à cet âge-là, et dans cette qualité-là, et on découvre ces films, la plupart, je les connaissais en vidéo. Il y avait plein de films que j'avais jamais vus au-delà de la télévision, comme La Tour Infernale, par exemple. Et le voir sur grand écran, c'était une claque magistrale, quoi. C'est fait pour. En plus, c'est des cinéastes qui, il y en a encore, même s'il y en a un peu moins, qui travaillaient pour le grand écran. C'est-à-dire que Bien sûr, c'était complètement fait pour. Et l'idée de faire un festival 70 mm l'été, c'était parfait. C'était en plus les copies, vous imaginez, les copies étaient neuves, la plupart étaient neuves, c'était à tomber par terre, quoi. Ils ont fait ça 2 années de suite. J'étais comme un petit fou, moi je partais pas en vacances. Et l'année suivante, ça a changé de direction et ils ont fait le cinéma japonais noir et blanc muet des années 50. Là, tout de suite, ça m'a beaucoup moins excité. C'est difficile à vendre. Non, mais même si les films étaient probablement passionnants, je me suis dit, mais quelle aberration. C'est une niche, quoi, quand même. C'est un truc de niche. Et puis c'est un truc moins grand spectacle. Et c'est surtout, l'écran n'est pas adapté à ça, quoi. L'écran du Max Linder, il est adapté à du Star Wars, à du Indiana Jones, à du Sergio Leone, à du Alien, à ces trucs-là, à des trucs qui en mettent plein les mirettes. Donc, ça fait des années que j'avais envie de refaire ce que j'avais vécu au Max, mais vraiment depuis très longtemps. Et c'est ce que j'ai toujours dit. D'ailleurs, si j'avais pas eu FreePod, je l'aurais fait quand même. J'aurais fait autrement avec d'autres personnes, mais si j'avais pas eu l'occasion de le faire avec FreePod, j'aurais quand même fait les nuits au Max. Et tu allais sonner chez le directeur du Max comme ça? Voilà, j'ai appelé le Max qui m'a donné le numéro de téléphone de leur programmateur, parce qu'en fait, ils ont la société Acacia qui en fait fait la programmation du Max Linder. Et j'ai eu Jean-Fabrice Janaudy qui s'occupe de ça là-bas et avec qui on a discuté 3 heures au téléphone et je lui ai expliqué. Il était totalement d'accord avec cette idée et on s'est vu et on s'est dit go, on va tenter le coup avec Spielberg et avec Rencontre et puis c'était parti. D'ailleurs, Spielberg, il n'y a pas eu énormément de gens. On était 150. Ouais, 150, donc j'étais moyennement enthousiaste. Moi, j'y étais, je tiens à le dire. Ouais, on se souvient. Et en fait, j'ai dit à Jean-Fabrice, bon, écoute, laissons tomber. Ça intéresse pas les gens. Il me dit, oh, écoute, c'est pas si mal. Retente le coup avec autre chose. Et puis on a fait Retour à le futur. C'était du délire. Est-ce que vous y étiez ou pas? Aussi, ouais. Oui. Il y avait... Moi, j'étais à tout en fait. Sauf Evil Dead, parce que ça me fait peur. Moi, personnellement, l'un de mes plus beaux souvenirs, c'est quand même la nuit Retour vers le futur. Miyazaki. Elle était. Ah oui. Miyazaki aussi, oui. Mais la nuit Retour vers le futur avec les gens qui étaient venus avec leur DeLorean. Ouais. Il y avait les voitures, il y avait tout ça, il y avait en plus des films. Il y avait, on va dire, j'allais dire un mini spectacle, mais c'était pas loin, quoi. Ouais. Puis, une ambiance électrique, les gens étaient contents. Hein. Ah oui. Ah bah ouais. J'ai envie de revoir Retour à le futur, vraiment. Et je crois qu'on a revécu ça un peu avec Indiana Jones quand même. Oui, moi je me souviens de Retour à le futur avec le fait que où les gens applaudissaient dans la salle sur des répliques, sur des. Ouais. C'est d'ailleurs le seul débat où. Le passage, c'est un des rares qui a été passé en VF. Oui. C'était un choix des internautes, puisque. Mais moi, alors honnêtement, avec le Blu-ray justement, c'est une question que je pourrais soulever lors de la prochaine nuit au Max, mais moi je suis pas contre la VF. Pourquoi? D'abord pour 2 raisons. D'abord parce que quand elle est bien faite comme celle de Retour vers le futur, le plaisir est pratiquement aussi le même que celui de la VO. Et mine de rien, des gens comme Kubrick, des gens comme Spielberg ou même Zemeckis, c'est des gens qui ont toujours fait très attention à leur traduction. Ouais. Sur Kubrick, par exemple, j'avais fait une interview de Roger Carrel il y a quelques années qui disait que là où un doubleur faisait une quinzaine, entre 5 et 10, voire 15 boucles sur une réplique pour la doubler,
Avec Kubrick, ils en faisaient 20, 30, 40, quoi. Comme il faisait ses plans, finalement. Oui, non, mais il fallait que le ton soit parfait, quoi. Donc, quand une bande-son, un doublage est fait avec autant de respect, on va dire, de l'original, je vois pas pourquoi on se prive de cette qualité de travail. Donc, moi, la VF, ça me dérange pas à partir du moment où elle est de qualité, et c'était le cas sur Le Retour vers le futur, évidemment. Sur Indiana Jones, j'étais contre parce que pour plusieurs raisons. Moi, je la trouve pas très bonne, et en plus, elle a changé. C'est-à-dire que la voix de Harrison Ford entre le premier et le deuxième film n'est plus la même. Oui, ouais, il a un doubleur attitré, mais qui change avec le temps, je crois. Ah ouais, j'avais même pas fait gaffe à ça, tiens, c'était pas la même La voix. première, c'est Claude Giraud qui fait sa voix, qui a d'ailleurs une voix que j'aime beaucoup. C'était la voix d'Ulysse 31, c'était la voix de plein de choses, de plein de bonnes voix que j'aime bien. Et sur la deuxième, sur Temple Maudit, c'est Francis Lax, la voix d'Han Solo. Et là, je l'aime déjà beaucoup moins, même si le personnage est sympa, je suis pas fan de cette voix-là. Et sur le 3 aussi, je crois que c'est toujours Francis Lax. Mais voilà, j'ai pas sur Indiana Jones, j'étais pas convaincu par la VF. Et du coup, je rebondis sur le Max. C'est un partenariat que vous faites avec ou Oui, totalement. Mais je vais finir juste D'accord, vas-y, pardon. sur la VF. Donc il y a la qualité de la VF qui peut être qui peut être très bonne. Et il y a aussi le fait que les sous-titres qui sont mis sur les Blu-ray sont assez gros puisqu'ils sont prévus pour une taille de télévision, quoi. Ah oui. On les projette sur le grand écran, ça fait quand même des très gros sous-titres. Ce qui est le cas par exemple d'Event Horizon, où les sous-titres sont quand même assez mastoc. Et moi, j'ai carrément presque envie de poser la question samedi, à savoir si les gens préfèrent le voir en VO ou si ça les dérange pas de le voir en VF. À savoir qu'un film comme Event Horizon, je suis pas sûr que la VF soit... Il y a peu de gens qui l'ont vu en plus, je Et ça pense. cause pas beaucoup en plus. Enfin... Si, ça cause, mais ce que je veux dire, c'est que soit on se paye les... Bon, c'est évidemment la bande-son originale avec les voix originales des acteurs, c'est toujours bien. Enfin, c'est pas des prestations. Enfin, sans méchanceté, c'est pas des prestations d'acteurs de ouf non plus. J'ai peur. Enfin, sur Aliens, je préfère quand même. De toute façon, on n'a pas le choix. On est obligé de passer la VO parce que ça va être la version longue. Il n'y a pas de version française sur la version longue. Il n'y a que la VO. Et la voix pour moi, la voix de Sigourney Weaver, je l'ai en tête en anglais. C'est une que je trouve vraiment particulière, même si sa voix française est très très bonne. Moi, je trouve que sur Alien, ça me pose pas de problème d'avoir la VO. Sur Alien, le premier, la copie 35 est en version originale avec les sous-titres incrustés. Donc ça va aussi. Mais sur Event Horizon, je pense que je vais poser la question, puis qu'on va faire un petit vote, puisque là, après, on a juste à switcher sur le... C'est pratique. Ça, oui, c'est ce côté pratique du Blu-ray, mais voilà. Donc VO, VF, j'avoue que sur certains films, la VF me dérangerait pas. Et en plus, je pense qu'il y a pas, enfin, comme c'est pas mal de films qui viennent pas de sortir, comme Retour vers le futur, Evil Dead, etc., Tron, c'est aussi pas mal de films que, on va dire, les 30, 35 ans ont vu à la télé, bien souvent, avec des et en français. Ouais, bien sûr. Dans le genre et du coup, de toute façon, c'était clair que pour Retour vers le futur, les gens voulaient la VF parce que ça leur rappelle leur jeunesse. Voilà, parce que ça te rappelle le moment où tu l'as vu à une certaine époque et que du coup, Emmett Brown, la voix du Doc, c'était la voix du Doc, quoi. C'est piraté. Qui a ce petit... Et pourtant, la voix de Christopher Lloyd est géniale, quoi, en anglais. Oui, hein. C'est sûr que... Après, c'est vrai que c'est des goûts, mais bon, en tout cas, ce que tu défends est quand même intéressant. Donc, à partir du moment où elle est bonne, où c'est intéressant, voilà, c'est pas non plus traumatisant. Si ça trahit pas l'original, si c'est une voix comme celle, par exemple, de Ripley, hein, c'est vrai qu'elle a Sigourney Weaver, elle a la même voix depuis des années, c'est sa doubleuse, elle a une doubleuse attitrée. Si le travail de transcription est bien fait, parce que des fois c'est n'importe quoi, pourquoi pas? Moi, je veux dire, je connais quelques VF qui vont même carrément au-delà je trouve, de la VO. Il y a le cas de Muppet Show, par exemple, où les VF sont meilleurs que la VO. C'est malade. C'est un peu différent. Mais par exemple... Je peux parler des Simpsons aussi, où la VO est très bien. La VF, pardon, est très bien. X-Files aussi. Ouais, une très bonne VF, absolument. Alors, en fait, vous m'étonnez beaucoup parce que moi, je le dis, je l'ai déjà dit, je crois même qu'on en parlait avec toi, Laurent, ou je ne sais plus. Moi, je regarde énormément les films en VF pour une bonne raison qui est très simple, c'est que je parle pas couramment anglais pour pouvoir les voir en VO pur.
Et ensuite, au niveau des sous-titres, parfois j'ai tendance à m'enchaîner. Alors pour les séries, la saison entière ou 3 ou 4 films, au bout d'un moment, je louche et je lis plus rien. Hmm. Et chaque fois que je dis ça, je me fais presque insulter Non, parce mais que. non. Alors, Moi, moi, alors, Et je trouve intéressant qu'en fait, voilà, finalement, je suis pas le seul à trouver qu'il y a des VF qui sont bien faites. Alors évidemment, il y en a, ça peut être de la merde, mais quand elles sont, en gros, ce que tu veux dire, je vais pas répéter non plus ce que tu as dit, mais je suis assez d'accord et surpris que voilà alors, sauf que moi, qu'on je dise ferai un pas petit, que toutes les VF c'est de la je, merde tout le je temps. ferai un petit bémol parce que peut y avoir une part de snobisme chez les cinéphiles et le cinéphile peut être snob, hein, ça lui arrive. Exactement. Alors Après, il y a, après juste, hein, je finis. Je reconnais que évidemment, en règle générale, la vraie voix de l'acteur, c'est toujours mieux. Enfin, il y a des chances que ce soit mieux. Mais c'est pas pour ça que je trouve que spécialement les VF, c'est c'est à bannir totalement, quoi. c'est pas, je reprends, c'est pas un problème forcément de voix d'acteur. Je vais donner 2 exemples. Moi, la première claque que j'ai pris en VO, c'est Pulp Fiction, où là, le problème, c'est que le ton est très important. Et pour faire un parallèle avec le film français, ce serait voir les Tontons Flingueurs doublés, ce serait insupportable parce qu'il y a pas une langue, parce C'est qu'il y pour a un ça que ça rythme. dépend du film. Donc, ça dépend vraiment des films. oui, alors il y a tout à fait, Laurent, je suis d'accord avec toi. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le travail de la voix en anglais, il y avait un documentaire sur le Laserdisc THX quand on achetait un système THX, on vous offrait un Laserdisc dans lequel il y a une petite bande-annonce qui s'appelle Wow. Ce qui exprime bien ce que ça représente, avec des extraits de toutes les productions Lucasfilm, de Star Wars à Indiana Jones jusqu'à Willow, mélangés en une bande-annonce qui fait une sorte de test technique pour les enceintes. Et sur la deuxième face, il y a un documentaire qui s'appelle Soundtrack qu'on peut trouver sur YouTube en cherchant un peu. J'ai dû le mettre en lien d'ailleurs quelque part sur la page Facebook. Soundtrack, ça permet d'expliquer comment on fait une bande-son aux États-Unis et chez Lucasfilm entre autres. Et en fait, on se rend compte que tous les films sont redoublés. Les films américains, il n'y a pas du tout de son direct ou très peu. Oui. Jamais. Euh, Enfin, peu. Peu, voire jamais. En tout cas, pas dans les grosses productions, parce qu'il y a trop de, justement, il y a trop de problèmes d'enregistrement en direct, il y a trop d'effets d'effets parasites. Et donc, de ce point de vue-là, c'est de ce procédé de redoubler systématiquement les films, à tes souhaits, leur ton père. Enlève un petit peu de justement le truc qu'il pourrait y avoir en plus Pas de parce problème. que c'est joué pendant, enfin, c'est tourné et parlé pendant que c'est joué, quoi. C'est rejoué après, et donc un acteur français de qualité. Moi, j'ai en tête, pour citer quelques exemples, des VF absolument remarquables comme celle de Superman avec la voix de Pierre Arditi, et des répliques excellentes dans Superman où Jen Ackman a une voix française très très bien, et les répliques sont très bien réécrites et tout à fait ciselées, elles sont extrêmement drôles. Il y a les Blues Brothers, excellent doublage français. Je crois que j'ai jamais vu en français celui-là. Ils n'ont jamais doublé les chansons, Ah, heureusement, mais Oui. par contre, la VF est très très bonne. Et puis, j'ai un petit film que j'adore qui s'appelle Remo, sans armes et dangereux. Ah, tu l'as vu ce film? Barbe, c'est un film que j'adore, hein, que j'ai Ah, il est acheté mortel. en nu au max, mais il n'y a pas de copie. Et dont la VF, alors là, est carrément meilleure que la VO, puisqu'ils se sont amusés à rajouter plein de conneries dans la VF, comme ça pouvait être fait dans les dessins animés de Ken le Survivant, mais avec moins d'outrance. Hein, mais Ah, je suis sur le cul que tu me sortes Remo sans armes et dangereux. Je Guy crois que Hamilton, personne ne m'avait jamais parlé de ce film depuis que je l'ai vu il y a 20 ans, quoi. film de Guy Hamilton, un des réalisateurs de James Bond, qui espérait bien avec Remo, qui est en fait tiré d'une série de bouquins de William Shapiro et S. Murphy, L'Implacable, qu'on pouvait trouver chez Gérard de Villiers. Et cette adaptation devait lancer une série de films à la James Bond. Le principe était vachement bien, parce que Remo, c'est joué par Fred Ward, qui est excellent, est un espèce d'agent de l'ombre qui fait les basses besognes du gouvernement, mais sans armes. Il est entraîné Ouais. par un maître d'arts martiaux coréen qui s'appelle Shun, et qui est le roi de l'art martial. Mais ça va très très loin chez lui, l'art martial. Ah ouais, ouais. Et il entraîne Remo, qui devient une espèce d'arme vivante qui a plus besoin de flingue pour Le titre est génial, quoi. Remo, même sans armes, est dangereux. dangereux. Moi j'adore ce film, c'est un super film. Si vous avez possibilité de le voir en VF, hein, vaut mieux voir la VF. Et elle est truculente, le film est excellent.
Et voilà, ça fait partie des petites perles de la VF. Si je passais le film au Max Linder, je le passerais en VF, évidemment. Alors du coup, on va revenir, parce que Tout on à va fait. revenir sur le fait que, comme David a l'air très très cinéphile, comment tu fais ton choix de film? Est-ce que justement, t'as pas un accord, mais des liens avec le programmateur du Max Linder qui a des propositions aussi, pourquoi pas? Et après, est-ce que lui, il a des contacts pour les copies? Parce qu'on a vu que les copies étaient des questions compliquées. Bah, c'est simple, je demande alors ton père ce qu'il veut voir. Et il me dit Blade Runner, Blade Runner, Blade Runner. Donc je fais autre chose. Voilà. Je- Tu demandes pas Doctor No non plus, qui a pas. Bah, j'écoute, non mais j'écoute un peu tout ce que les gens me disent ou voudraient voir. Et on a tenté plusieurs trucs. On a tenté, j'ai tenté La Nuit des parodies avec d'excellents films, hein, n'est-ce pas Ça va pas énormément Et plus. ça Alors, a pas beaucoup marché parce qu'en fait, on se Les rend- gens veulent des blockbusters. Exactement. alors Les il y gens- a ça, avoue que la date était quand même un peu particulière, hein. Ça n'a pas arrangé le problème, à mon avis. Ouais, il y a des questions de date, mais il y a aussi, on se rend compte que Mais quand bien, c'est un truc que les gens ont envie de voir, bah oui, ça, il se déplace. voilà, ils viennent quelle que soit la date, quoi. Et c'est le cas Et avec puis Alien. aussi, moi, souvent, enfin, je pense pas que tu le fais maintenant, mais tu proposais une sorte de vote sur Facebook. On l'a fait par exemple pour le troisième film, pour le troisième programme de Alien, on a demandé qu'est-ce que les gens avaient envie de voir. J'ai proposé quelques trucs. Voilà, et tu l'avais fait aussi d'ailleurs pour justement la nuit de la parodie. C'était Oui. entre la nuit de la parodie ou j'ai plus en tête Il y là, avait du coup. Verhoeven, McTiernan, il y avait plusieurs trucs. C'est ça. Et du coup, moi, en faisant, puisqu'il se trouvait que je m'occupais des billets dans la queue, j'ai fait j'ai Bah, posé mes petites questions et il y avait très peu de gens dans la queue en fait qui avaient voté Voilà. pour ce film. Ouais. C'est-à-dire que j'ai eu l'impression qu'il y a pas mal de gens sur Facebook qui votaient pour des films qu'ils voulaient voir, mais en fait, ils n'y allaient pas, quoi. Hmm. Les voir. Ouais, non mais Donc, c'est vrai que c'est un peu compliqué, quoi. Alors, juste après, avant de partir directement sur les films, puisque j'avais fait un petit calcul, si on considère que la première nuit au max était la rencontre du troisième type. C'était pas vraiment une première nuit, mais c'était quand même le 29 octobre 2011. Donc au final, ça fait en gros 1 an à peu près que les nuits au max existent. Et en 1 an, il y a quand même pas mal, ça a quand même pas mal enchaîné, quoi. ouais, un peu trop d'ailleurs, parce qu'on se rend compte que, par exemple, on a été obligé un peu d'annuler la nuit HK parce qu'elle arrivait trop près de Indiana Jones et trop tôt par rapport à la nuit de décembre. Et en plus, pareil, la programmation à Hong Kong. les gens sont pas. Tu penses que c'était parce que c'était trop près ou que c'était pas plutôt parce que ça intéressait pas les Il y a gens? les deux, à mon avis, hein. Voilà, il y a ces deux raisons qui ont cumulé, ont fait que je l'ai pas senti. Bon, c'était pas une idée de moi à la base. C'est Square Enix qui C'est voulait. Square Enix qui voulait le faire. Moi, j'étais pas contre parce que c'est des films que j'aime bien. Et puis, j'ai imposé mes films. Et en même temps, pour la programmation, c'est très simple. Il y a des trucs que je sens, il y a des trucs que je sens pas. Euh, c'est vraiment au feeling. Et, C'est la seule nuit pour laquelle j'ai pas pris de place. ben voilà. Et donc, je la sentais pas. Et bon, j'espérais que Square Enix allait donner un coup de collier pour faire de la promo là-dessus. Et c'est dommage qu'elle n'ait pas eu lieu parce que là, vous auriez. Moi, j'aurais rêvé de revoir à toute épreuve Hard Boys. À toute épreuve, j'avais récupéré, alors pour vous dire, j'avais récupéré un fichier vidéo plus ou moins illégal. J'étais en train de transformer les sous-titres que j'avais en anglais en français. Donc, je me faisais chier pour le passer, quoi. Bon, tant pis, ça se fera peut-être plus tard. Mais en tout cas, si on avait fait cette nuit au max consacrée avec Square Enix, vous auriez été gâtés parce qu'ils étaient prêts à lâcher plein de cadeaux. C'est dommage que les gens n'aient pas voulu parce que là, il y aurait eu beaucoup de monde qui serait reparti tout le monde serait reparti avec un t-shirt de Sleeping Dog. Il y avait vraiment, ils étaient prêts à vraiment arroser les spectateurs de cadeaux. Tant pis pour eux. Donc, du coup, c'est toi qui as le Final Cut? Ouais, oui. Bon, c'est pas si compliqué que ça. En fait, on fait aussi ce qu'on peut avec ce qu'on a. Il y a vraiment beaucoup de nuits que j'aimerais faire et dont il n'y a pas de copie. Alors ça, j'appelle donc Jean-Fabrice qui est à la programmation. Je lui dis voilà, j'aimerais faire cette nuit-là. Il appelle les distributeurs, il va à la pêche. Et puis les distributeurs lui disent bah oui ou bah non, on n'a pas de copie, on a une copie toute pourrie. Alors généralement, quand il y a une copie toute pourrie, s'il y a un Blu-ray derrière, on dit ouais, envoyez la copie et puis on passe le Blu-ray.
Parce que c'est ce qui va être le cas pour Event Horizon. La copie est pas bonne, mais on a une copie 35 qui est pas de bonne qualité. Donc on va passer le Blu-ray qui est lui pour le coup à peu près correct. C'était le cas par exemple pour La Nuit Miyazaki. Disney nous a envoyé toutes les copies 35. Chihiro, il n'y avait pas de copie Blu-ray, donc on a passé le 35 qui était limite, qui était correct mais limite. Mais on a préféré passer les Blu-ray des deux autres. Et d'ailleurs, là, pour le coup, l'image était vraiment superbe. Puis il y avait le superbe concert aussi pour La Nuit Ouais, il y avait Miyazaki. l'extrait du concert. Alors tout ça, C'était évidemment, superbe. je le dis sur les ondes, il faudra pas le crier, mais c'est quand même totalement dans l'illégalité la plus totale. On n'a pas prévenu Disney. Je sais que le distributeur est pas au courant. On le fait vraiment pour les spectateurs. C'est comme si on était entre potes, mais de toute façon, il n'y a aucun moyen de demander les droits de diffusion de ce concert. C'est totalement impossible. C'est un extrait, enfin, t'as pas passé 2 heures de concert. Non, on n'a passé qu'un extrait, mais pareil, au début, on a passé On Your Mark, pour lequel j'avais passé beaucoup de temps, puisque j'ai upscalé une source vidéo, pareil, plus ou moins illégale. J'ai fait tourner After Effects pour upscaler le truc en 1080p et avec un plugin qui permet de nettoyer les artefacts JPEG. Et en fait, le truc c'est vachement bien passé, c'était très très beau. Et c'était la première fois, je pense, en Europe, en tout cas, en Europe, j'en suis sûr, au monde, je suis pas certain, mais en tout cas en Europe, que le film était placé sur un grand écran. Le court-métrage n'avait jamais été diffusé. Et voilà, c'est des petits plaisirs de cinéphile qu'on se fait parce que si on fait pas ça, enfin, je veux dire, qui va venir nous engueuler, qui va venir nous baver dessus après, je pense que c'est l'intérêt de personne. Justement, c'était assez intéressant parce qu'on se posait, enfin, en tout cas moi particulièrement, je me posais la question de savoir, puisque souvent tu dis qu'il faut demander des droits De toute pour façon, pouvoir pour les passer films, tel t'as ou pas le tel choix, film. hein. Pour les films, on est obligé de demander les droits. Voilà. Alors, c'était pour savoir en fait si c'était toi qui faisais ça, si c'était le cinéma, ou comment on arrive à pouvoir contacter, j'en sais rien, Disney pour leur demander si on peut passer. C'est le problème. Bon, Disney, c'est particulier parce que je connais le garçon qui s'occupe de la diffusion à D'accord. Paris, mais Jean-Fabrice qui s'occupe D'autres. le connaît aussi très bien. Et donc, mais pour toutes les, enfin, le programmateur du Max Linder a la connexion. Il a même un listing de tous les films qui existent avec le nom du diffuseur ou du distributeur français. Par D'accord. exemple, pour The Last Starfighter, qu'on a passé dans la nuit rétro gaming, il n'y avait pas de distributeur français, pas du tout. Les droits n'étaient pas en France, il n'y avait pas de droits, donc on a passé le film sans droit. Puisque de toute façon, il n'y a aucun distributeur en France, personne ne revendiquera le droit du film parce qu'il n'y en a pas. Donc, soit on passe pas le film, soit on le passe, et puis si un jour quelqu'un réclame quoi que ce soit, le distributeur américain, ben, on s'arrangera avec lui, mais il n'y a pas de diffuseur français. Pareil pour À toute épreuve. À toute épreuve, c'était chez Metropolitan, et ils n'ont plus les droits, et plus personne n'a les droits, et en fait, le film n'a plus de droits en France, donc normalement, on peut pas le passer. C'est une sorte de vide en fait, vide juridique, on n'a pas le droit mais on peut pas. C'est pas qu'on n'a pas le droit, c'est qu'il n'y a personne pour revendiquer les droits. C'est un peu particulier. Alors, si, il faudrait appeler le producteur d'origine à Hong Kong, lui dire voilà, on va passer le film, c'est combien. Et ton cantonais est au point, David? Bah non, mais j'envoie leur ton père. Tu parles cantonais couramment, évidemment. Bien évidemment. Il a été plusieurs fois à Hong Kong. Oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai, j'ai entendu parler. Donc voilà, les droits, on demande à la programmation du Max de s'occuper de ça. J'ai mes idées, et il me dit c'est possible, c'est pas possible. Aujourd'hui, les plus chiants, je pense que c'est la Fox. C'est pour ça qu'Alien, ça a mis autant de temps. Moi, je voulais le faire au moment de Prometheus. C'est eux qui ont bloqué. Hein. C'était juste pas possible. Ils voulaient pas que Alien soit à cause de Prometheus en fait. Voilà, c'était ça, ils voulaient pas que ça soit lié à Prometheus. Mais j'ai dit mais je veux pas passer Prometheus, hein, je veux juste passer Alien. Mais on s'en fout, on passe pas le film. D'accord. Donc on a attendu jusqu'à ce que ce soit possible. Et puis il y a déjà eu des projections au Gaumont-Marignan, je crois, il n'y a pas très longtemps. Mais ils ont fait ça comme des branques, puisqu'ils ont projeté un Alien par soir, c'est pratique. Oui, c'est-à-dire que si on veut voir les 4, il faut sortir 4 soirs de suite, c'est quand même n'importe quoi. Pareil, le Rex fait des nuits, mais moi j'ai un problème avec le Rex, j'adore le Rex, hein.
mais pour moi, c'est pas une salle de bonne qualité pour regarder du cinéma. C'est une salle festive, c'est un endroit pour faire la fête. Alors, Un peu trop grande, tu veux dire? elle est trop grande, le son est pas très bon, les qualités, le grand large, je déteste ça, je trouve que ça déforme l'image. Bon, mais c'est une salle festive, c'est-à-dire que on va faire la fête au Grand Rex, on va voir un dessin animé de Disney avec la féerie des eaux avec ses enfants, c'est magnifique, c'est un beau spectacle. Pour voir des films comme on les envisage, c'est d'ailleurs le truc que j'ai mis en avant auprès des gens de Paramount quand j'ai voulu faire Indiana Jones. Indiana Jones, ça a été une sacrée discussion, hein. Les gens se rendent pas compte, mais pour moi, ça a été 3 semaines de négo avec Paramount et Lucasfilm pour obtenir Indy. Bon, après, c'est les coulisses, quoi. Je veux dire, ça regarde pas les spectateurs, mais ça a été très compliqué. Il y a des trucs qui sont moins compliqués. En tout cas, C'est quand même intéressant aussi de le savoir, que ça tombe pas non plus tout cuit du Ouais. ciel et que c'est du travail derrière et que... Indy, je le savais, mais Indy, c'était le seul moyen de l'avoir, c'était de passer par Paramount Vidéo. Le problème, c'est que Paramount Vidéo a pas les droits cinéma, donc ils ont fait une demande à Lucasfilm pour pouvoir passer les vidéos, mais il y a quand même des droits cinéma à payer, donc il faut quand même payer les droits cinéma. Enfin, c'est un casse-tête incommensurable, et surtout, c'était l'été, au moment où la jeune fille qui s'occupait de moi, qui a été adorable d'ailleurs, s'est barrée en vacances. Ça a été repris par un autre gars qui m'a dit, mais vous êtes sûr que vous voulez aller au Max Linder? Il y a le Rex à côté, ce serait quand même mieux. Faut tout recommencer. Alors, j'aurais dit non parce que. Alors, Et t'avais attendu, je crois, que la fille revienne. ouais, j'ai dû attendre qu'elle revienne pour valider le truc. Ouais. C'est pour ça que ça a été assez épique. Mais le Rex, moi, j'en veux pas parce que pour moi, c'est pas. L'intérêt de projeter des films qu'on projette, c'est de les projeter dans des conditions d'auditorium. C'est-à-dire les meilleures conditions possibles Et adapté au film. pour revoir le film dans la meilleure, dans la qualité la plus optimum. Même si c'est pas des copies 35, il faut quand même que le truc tienne la route. Et pour moi, le Rex, c'est pas fait pour ça. C'est fait pour autre chose, hein. Moi, j'adore le Rex en tant que salle, je vous dis, pour faire la fête. D'ailleurs, moi, j'ai vu la trilogie Star Wars la veille de la sortie du Retour du Jedi en 83 au Rex. C'était du délire, quoi. Un truc comme jamais j'ai revécu ça. Les gens hurlaient pendant tout le générique du début à la fin. Mais hurlaient, c'est-à-dire des cris d'hystérie. J'ai pas entendu la musique de Williams. Ils sont spéciaux, les fans de Star Wars, finalement. Non, mais surtout à l'époque, imaginez, vous avez vu l'Empire contre-attaque, vous avez vu Star Wars 3 ans avant, et là, vous avez attendu 3 ans pour voir le Retour du Jedi. Pour savoir enfin ce qui va arriver au père et au fils. Je ne sais rien parce qu'à l'époque, il n'y a pas Internet, il n'y a pas. Voilà, et le film sort demain, et vous arrivez au Rex. Moi, je suis arrivé à 4h de l'après-midi pour une séance à 20h, et j'étais dans les 18 dernières places. Oh là là. Et il n'y avait pas de prévente, hein, il fallait se pointer, et c'était la foire d'empoigne. Les gens se sont battus. Mais c'est les Apple Store avant l'heure. Voilà, c'est ça. C'est de la... Donc, et tu peux dire j'y étais, quoi. Exactement. Non, mais ce genre d'expérience, c'est marrant. Le Rex, pour ça, les 2800 places du Rex, c'est quand même très fun. Ça devient l'usine, finalement, un peu, quoi. Non, mais c'est une grosse fiesta. Mais pour faire des choses pour savourer le cinéma, c'est plus compliqué. Voilà, pour faire ce qu'on fait avec les Nuo Max, pour moi, c'est. Et du coup, David, tu m'as fait une transition toute facile sur l'organisation. Alors, on a vu que l'avant, pour obtenir les. Voleur t'as vu ça? Pour obtenir le film, ça va, mais une fois que tu as le film, ça démarre. Ouais, alors, ce qui est logistique, organisation, ça doit être quand même assez Non, un peu lourd, maintenant, ça commence à être rodé. Alors justement, pour Alien, je me suis pas trop fendu. Sinon, il faut s'occuper des concours, etc., etc. Tout ça, c'est les affiches. Voilà, les affiches à fabriquer, le concours à organiser. Donc, il faut trouver des partenaires pour trouver des dotations, ce qu'on n'a pas fait sur Alien. Les cadeaux. Voilà, on va offrir quelques DVD, quelques Blu-ray. La prochaine nuit, mais ça va être très simple, on va pas se compliquer la vie. Oui, parce que tu fais des jeux compliqués des fois. Celui sur Indiana Jones, c'était pas simple. J'en ai vu tripoter du sable pendant un certain temps. Oui, c'était assez épique. Il y avait des beaux cadeaux quand même. La figurine, j'aurais bien aimé la voir. Il y avait des beaux cadeaux, mais on la trouve facilement sur eBay. Hein, oui, bien sûr. Bon. Mais c'était histoire de, c'était plus marrant. Gagner au max. À trouver à ce moment-là. Non, puis alors pour le coup, la fille de chez Paramount, elle nous avait vraiment gâtés. Elle nous avait filé 10 coffrets Blu-ray et c'était vraiment très gentil de sa part. Il y a beaucoup de sites ou beaucoup d'autres endroits qui n'ont pas bénéficié de cette. Et d'ailleurs, tiens, ça me fait penser que grâce à Guillaume des Gameuses,
et l'équipe des gameuses, on va avoir un petit film de 10 minutes sur la nuit Indiana Jones avant Alien. D'accord. Et donc, ils nous ont fait un petit montage super sympa avec Anya qui joue le rôle principal. Elle était déguisée en elle était, Indy. ouais, elle était en Indy. Et Indiana Jane. ouais, elle fait toute l'aventure. Et ce petit truc de 10 minutes, c'est super. Enfin, ils nous ont fait un super montage. Donc, on avait déjà eu un montage pour Retro Gaming qu'on avait passé avant, je crois que c'était parodie, ouais. Ouais, avant la parodie, je pense. Et là, on aura un montage sur Indie pour montrer ce qui s'était passé la nuit d'avant. Et Sympa. c'est cool. Et donc voilà, pour l'organisation, voilà, il y a les affiches, il y a les concours, et puis le soir même, il y a tous les gens de FreePod qui sont là. En gilet jaune, en général. Les jaunes, ils sont là toute la nuit. On a régulièrement, évidemment, Lord ton père sera là. Vous pouvez lui amener des tic-tac. Pas trop, pas trop. Il y a Quacos, il y a, il y aura peut-être Captain Web. Je sais pas s'il viendra cette fois-là. Très souvent, il y a Adrien des Polygeeks, mais là, qui sera pas là ce week-end s'il n'est pas à Paris. Il y aura peut-être de Wii, Les Yata. de Yata. Souvent, il y a Dewey, il y a des gens de Yata en général. Ouais, il y a plein de gens de FreePod. Donc ça, c'est cool. Ils sont. Quand on parlait de partenariat, en effet, c'est un partenariat puisque une partie des bénéfices de la soirée va à FreePod. D'accord. On a négocié une petite partie des bénéfices, pas de la recette globale, mais quand il y a des bénéfices, on en gagne une petite partie pour FreePod, et ce qui nous permet d'entretenir nos serveurs. Voilà, tout simplement, l'argent des Nuomax nous permet de ne pas payer de serveur. Ça nous a même permis d'acheter un deuxième serveur, rien que pour l'apéro du Capitaine. Pour éviter que ça tombe. Pour éviter le serveur principal de FreePod. Donc, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais depuis quelques semaines, quand l'apéro est mis en ligne, le serveur de FreePod continue à marcher sans tomber. Ça, c'est grâce au Nuomax. Formidable. Si c'est pas la fête. Hein. C'est la fête. Ouais. En plus, c'était parfait puisque ça découlait sur les questions suivantes. On se demandait si, parce que vous faites quand même des affiches personnalisées totalement, quoi, pour les Nuomax. Ouais. C'est Mr. D, ça qui s'en occupe. C'est mon boulot, ça. Oui. Mais voilà, on se demandait, ça avait quand même peut-être un coût, un machin. Si la soirée en soi avait un coût. Alors, à part les heures que je passe à faire les affiches ou. Mais c'est pas toi qui l'imprime, quand même. On va chez un fournisseur qui est juste à côté du Max Linder. Le café, les croissants. Alors, le café, c'est le Max. Ça, c'est le Max. C'est le Max. Croissant, ça, c'est les gens du Max Linder. C'est Anne, la directrice du Max, qui s'occupe de prévoir ça, d'organiser ça. Nous, on fait les affiches, on s'occupe de la promo principalement. On s'occupe de la billetterie à l'entrée. Voilà, de la billetterie. Donc le coût, des fois, quand on imprime les affiches, là, celle d'Alien, je ne l'imprimerai pas. On verra si on a des demandes, on la fera peut-être la prochaine fois. On avait imprimé celle d'Indiana Jones, mais celle d'Alien, j'ai hésité, puis finalement, c'est trop tard maintenant, donc je la ferai pas. Mais des fois, on fait l'affiche, mais tout ça, c'est pas un coût terrible. Ce qui nous coûte souvent c'est plus pour donner un souvenir aux gens. En réalité. Ce qui nous coûte le plus cher, c'est souvent les cadeaux qu'on fait offrir, parce que l'idole, par exemple, d'Indiana Jones, c'est FreePod qui l'a payé. Donc voilà, ça coûte souvent FreePod met entre 100 et 200 euros pour les cadeaux de la nuit. Voilà, c'est à peu près nos charges tournent autour de 200, disons 300 euros maximum. Et voilà, si la soirée est bien remplie, on est remboursé largement de notre investissement, donc ça c'est bien. Tant mieux. Donc en fait, on voit que vous avez vraiment un vrai et même un joli partenariat avec le Max Linder, qui lui aussi de son côté, comme vous le disiez, offre les petits déjeuners, le café, ça fait une jolie synergie, tout ça, et des moments très sympathiques. Ils sont très contents. Surtout, je me souviens la nuit Retour vers le futur, où je crois que les patrons, je crois que la patronne du Max Linder était passée ce soir-là. Elle a carrément halluciné. Elle n'en revenait pas. Au début, elle pensait pas que toute la queue était pour le cinéma. Elle dit, vous avez vu, il y a plein de gens devant, mais ils viennent pour le ciné ce soir. Donc c'était impressionnant. La première nuit où elle est venue, celle qui possède le Max Linder, la patronne, il y a une directrice qui est là tous les jours, mais la patronne ne vient pas tous les jours. Et elle a un peu halluciné. Et depuis, ils sont contents, ils sont ravis de ce qui se passe, et de la façon dont ça se passe. Puis comme ça se passe toujours bien, ils nous font confiance. Et moi, j'avoue que ma nuit vraiment préférée en dehors de celle de Retour vers le futur, c'était la première. J'avoue que celle de Retro Gaming
avec les bornes d'arcade, avec le Bomberman sur l'écran géant. Ça, c'était c'était vraiment super. MO5, ça grâce à la sauce MO5. Alors, je remercie MO5 parce que en dehors de FreePod, les gens d'MO5 qui sont super. À Douglas, à Anya justement. Enfin, Anya fait partie des gameuses aussi, mais je veux dire, les gens d'MO5 ont toujours été super aidants. Et du coup, d'autres anecdotes bonnes ou moins bonnes, ou des drames, des frayeurs, des drames Non, il n'y a pas. Au dernier moment, Non, plus il n'y a de pas eu de billets qui drame. s'impriment, vous avez pas eu il n'y a pas eu des petits. Non, non, il y a eu les bons moments, c'est quand je prends les Blu-ray sous le bras et que je vais au max à midi et que avant que c'est quand on n'est fait pas les là, petits quoi. tests. C'est voilà, sympa. peut-être pas là, et qu'on fait les premiers tests et là je me dis ah ouais, ça va carrément Il y a être très aussi très bien quoi. des bonnes anecdotes quand on avait été visiter un peu en visite privée la salle de projection, c'était quand même Ouais, sympa, c'est ça sympa, aussi. mais non, bah évidemment le soir c'est génial, mais c'est vrai que la préparation, les tests et la calibration des films, c'est toujours un grand plaisir, quoi. On prend le film, alors il faut trouver la bonne focale, il faut bien régler la luminosité, le contraste, l'image, savoir si est-ce qu'on passe par le scaler, est-ce qu'on passe pas par le scaler. Enfin tout ça c'est. Tu as toujours le même projectionniste ou Ah bah maintenant oui, enfin il y en avait un autre avant, puis il a changé récemment, mais Eric, donc qui est le projectionniste du Max, aujourd'hui est un type super, passionné, il vient, même si s'il n'est pas programmé pour, il vient au Nuo Max rien que pour son plaisir, donc c'est un vrai grand fan de cinéma, un vrai projectionniste jeune, comme il y en a plus beaucoup, je pense, donc c'est un grand plaisir de travailler avec lui là-dessus, quoi. Et du coup, ça m'amène vers une question qui était, bon, évidemment, les nuits au max, pour tous les gens qui écoutent l'agence Too Geek ou FreePod, ou en gros, peut-être les podcasts en général. Bon, je suppose que ça remplit la majorité des salles, mais ce que j'aurais voulu savoir, si tu le sais, c'est est-ce que ça commence à avoir un impact en dehors de ce microcosme, on va dire, c'est-à-dire des gens qui ne connaîtraient peut-être pas du tout ni FreePod ni l'agence Too Geek, mais parce qu'ils ont vu l'affiche, la promotion quelque part, Bah, viennent d'eux-mêmes comme ça. Est-ce que tu as remarqué que... Je pense qu'il y a beaucoup de gens extérieurs au podcast, hein. Ouais, je pense qu'il n'y a pas que des gens qui écoutent nos podcasts. Il y en a une partie, je pense que c'est la moitié, on va dire. Ouais, la peut-être. moitié. Et l'autre moitié, Ah, c'est des gens qui sont en dehors. tu penses que carrément il y a 50% de gens qui n'ont aucune idée de ce qu'est FreePod? Pas aucune idée parce que quand ils viennent au Nuo Max, ils en entendent parler, mais Oui, mais à la il y base, a je veux une dire. part. Oui, Ouais. mais ça dépend des sujets. Je pense que sur Miyazaki, il y en avait beaucoup. C'est ce que j'allais dire. ouais. Moi, j'ai une petite anecdote où j'étais à la nuit Miyazaki avec Alpo du podcast Yata, qui avait son gilet jaune, et il y a des gens qui attendaient, qui étaient les premiers de la file, et qui nous ont demandé mais qui c'est l'organisation, pourquoi vous êtes devant et tout, et qui avaient été là visiblement très tôt parce qu'ils voulaient absolument voir les 3 films en étant bien placés. Mais qui n'avaient aucune idée effectivement de entre guillemets qui était le. C'était la même chose à mon avis pour Retour vers le futur. C'était des gros fans de Retour vers le futur. Ouais, pareil. Ouais, sur Retour vers le futur, sur Miyazaki, même une partie des Evil Dead. C'est simple, c'est quand les nuits sur Retro Gaming, c'est logique que c'était plus le monde du podcast puisque ça concernait le jeu vidéo, puis on a vraiment beaucoup communiqué au travers des podcasts et des Mo5, etc. Donc c'était logique, mais quand on sort de nos sentiers battus, on va dire, qui touchent la technologie ou le jeu vidéo, on très vite, on est en dessous, je pense, des 50% de gens qui nous Surtout écoutent. sur Miyazaki, c'était les gros fans de Miyazaki avant clairement, tout, hein. Clairement. On attend la prochaine d'ailleurs. Et ben l'année prochaine, on en refera une. On a plein d'autres films de Miyazaki à passer, donc il faudra que je rappelle les gens de chez Disney pour savoir ce qu'ils nous permettent de passer. Mais oui, c'est sûr qu'on en refera une probablement à la même époque que celle de cette année. Donc les nuits au max ne sont pas, enfin en tout cas pas prêtes pour l'instant. T'envisages pas d'arrêter, bien au contraire. Oh, je dis ça régulièrement, j'ai envie d'arrêter parce que dès que j'ai quelqu'un qui me Un petit coup de mou. Voilà, non mais l'idée quand même des Nuits au Max, c'est qu'à la base, je me suis jamais acheté de vidéoprojecteur parce que ça me. Toi, tu préfères avoir le tien en grand. Voilà, C'est ça. Non mais ça. Tu préfères avoir ton cinéma. Exactement, ça me convient pas. J'ai une télé, mais avoir, l'expérience vidéoprojecteur ciné à la maison, c'est pas ça pour moi.
En gros, tu te fais ton plaisir Exactement. d'avoir passé les films que t'aimes dans un putain de cinéma qui va bien. Les 600 personnes, c'est le justificatif. Hein. Ouais. Non, mais c'est ça. Non, mais moi, j'aime voir le cinéma avec du monde et des gens qui vibrent comme moi aux expériences cinématographiques comme j'ai pu les vivre quand j'étais gamin. Et ça me fait vraiment plaisir de revivre ça et de ressentir. Il y a une ambiance, il y a une atmosphère quand le film marche bien auprès du public qui est incomparable. On ne peut pas reproduire ça à la maison. Donc j'avais envie de ça. C'est pour ça que la programmation, elle ressemble exactement au film que j'aime. Et tant mieux si ça plaît aux gens. Et donc, oui, je vais continuer tant que j'aurai des films que j'ai envie de revoir. Et les sujets sont vastes. J'ai envie de revoir Die Hard, j'ai envie de revoir plein de Blade choses. Runner. Blade Runner. Je crois qu'un jour, il t'aura à l'usure. Non, mais je l'ai beaucoup vu au cinéma, mais j'ai toujours envie de revoir Blade Runner. Il faut juste que je trouve la bonne nuit à faire avec. Ouais, exactement. Le problème, c'est quoi mettre avec, quoi. Ouais, parce que refaire du Ridley Scott, ça veut dire à la rigueur passer Légende et repasser Alien. Donc là, on va le passer, donc c'est un peu. Ouais. T'as qu'à passer G.I. Jane. Par exemple, voilà, mais ou pas. Mais, Oui, parce que Ridley Scott n'a pas fait que des chefs-d'œuvre. Hein. non, mais il en a fait peu en fait. Moi, non, mais je suis pas un grand fan de Ridley Scott. J'aime bien, j'adore ce qu'il a fait sur Alien et sur Blade Runner. J'aime beaucoup Legend parce que je trouve qu'il y a une superbe photo d'Alex Thompson. Mais voilà, après, j'avoue qu'il me perd un peu, quoi. Même Thelma et Louise que j'aime bien. Il y a quand même quelques trucs que j'aime bien dans Thelma et Louise. Par exemple, quand ils sont dans le Grand Canyon, qu'il y a ce plan large de nuit où tu réalises en regardant l'image que quand même il a éclairé le Grand Canyon de nuit. Ouais. C'est un monsieur particulier. Hein. Oui, c'est ça, c'est ça que je trouve génial avec ce genre de réalisateur, c'est que c'est un plan qui paraît pas spécialement compliqué ou spécialement balèze. Et puis dans ta tête, quand tu as un peu l'habitude, tu réalises que tu es en train de voir une vue de nuit du Grand Canyon et que la moitié du Grand Canyon est éclairée par de l'éclairage artificiel. Et là, tu en découles tout ce que ça a dû être comme mise en place pour faire juste un plan avec une bagnole qui passe dans le Grand Canyon la nuit. Et voilà, bon, là, j'avoue que c'est le cinéma que j'aime bien. Mais chez Ridley Scott, ça n'a pas toujours été. J'essaie de moins en moins des chefs-d'œuvre. J'adorerais passer d'autres Cameron, Abyss par exemple, mais il n'y a pas de copie. Il n'y a pas de copie d'Abyss en circulation? Copie d'Abyss, il n'y a pas de Blu-ray évidemment, donc on est. Il n'y a pas de Blu-ray. Il n'y a pas de Blu-ray, pas de copie. Terminator 1 et 2 par exemple. C'est fou en fait. Du coup, on se rend compte. Enfin, moi, j'étais persuadé que quasiment tous les films dont on parlait, il y avait des copies ou des copies ou des Blu-ray, quoi. Alors les copies, c'est simple. Elles ont leur durée de vie, c'est le temps d'exploitation des films. Et après, certaines sont stockées à la cinémathèque, certaines sont gardées par leurs diffuseurs. Et le problème, c'est que les diffuseurs, même la Fox ou même Paramount, ils renouvellent leurs droits régulièrement pour la diffusion. Et régulièrement, les droits sont pas renouvelés et les films se partent au pilon. Ça a été le cas. Il y a eu une époque, pour ceux qui se souviennent de cette époque lointaine, où dans le début des années 90, il n'y avait plus le moyen de voir la trilogie Star Wars au cinéma parce qu'il n'y avait plus de copies. Même la Fox n'avait plus de copies. Ils n'avaient pas renouvelé les droits. Donc, ils avaient pilonné toutes les copies qui restaient et il n'y avait plus de copies de Star Wars. Donc, pendant, je sais plus, ça a duré presque 10 ans, je crois, il n'y avait pas moyen de revoir Star Wars au cinéma. C'était impossible. Ça paraît dingue, des trucs pareils. Mais c'est le cas d'énormément de films, alors, sans compter les raretés. Rémo tout à l'heure, je suis pas sûr qu'il reste une copie vaillante au monde de ce chef-d'œuvre, quoi. Et puis oui, et puis sans parler des films encore plus vieux qui n'ont pas été conservés correctement, rien à foutre, laissés dans des hangars. Ouais, clairement. Et qui ont disparu. Ils ont retrouvé Enfin, pour l'anecdote, là, on dérive un peu, mais ils avaient ressorti Metropolis où ils avaient retrouvé une copie à Buenos Aires, je crois. Voilà, un truc invraisemblable. Non, mais c'est surtout que pour Metropolis, il leur manquait des scènes. Oui, il manquait des scènes. Et ils les ont retrouvées justement sur cette pellicule en Amérique du Sud. Je crois qu'ils l'avaient projeté il y a 2 ans à la Biennale à Berlin. Oui, ça c'est vrai. Ça c'est cool quand des trucs comme ça arrivent. Et c'était la première fois qu'ils reprojetaient ce film de manière complète. Tout à fait. Bon, on va pouvoir. Quelle aventure en fait sur toute cette histoire cinématographique des New Max. Je pensais pas qu'il y avait tout
Bah, J'ai appris beaucoup de choses bah, d'ailleurs. tant mieux, c'est un truc qui a mûri longuement, hein. Ça m'a fallu quand même pas mal d'années avant que ça. Et puis on se rend pas compte quand même de tout le cheminement en fait pour arriver à un truc qui a l'air simple comme ça, mais bon, c'est toujours pareil, hein. Je dis aux gens, mais allez. Moi, personnellement, j'ai jamais eu l'impression que c'était simple et facile d'y arriver. C'est pour ça que j'ai toujours été assez admiratif euh, de comment vous arrivez à faire ça. Ouais, enfin, je suis bien aidé. Non, mais je suis surtout très très. C'est pour ça que j'ai dit vous aussi. Je suis surtout très très content que les gens suivent. C'est-à-dire que quand j'ai vu le succès de Retour vers le futur, après même le succès d'Evil Dead, enfin je veux dire, Evil Dead, c'était pas évident qu'on fasse ça le comble. Miyazaki, c'était un beau succès aussi. Miyazaki et Indy la dernière fois. Enfin là, ça fait super plaisir parce qu'on voit, il y a du monde, les gens sont contents, ils ont passé une bonne soirée. Il y a des jeunes, il y a des enfants et moi, je sais que quand je vois certains des gamins qui ont 15 à 20 ans, qui sont dans les nuits au max, je me dis, bah voilà, j'étais comme eux à l'époque, comme un fou, au max ou dans d'autres cinémas de Paris, mais au max surtout, il y avait eu à l'époque une nuit Spielberg, où j'avais vu l'Empire du Soleil en avant-première là-bas. J'avais eu une nuit John Hughes, où ils avaient pas des chefs-d'œuvre de John Hughes. La folle journée de Ferris Bueller. Entre autres. Donc voilà, c'est des souvenirs de cinéma. Quand on aime le cinéma, c'est des souvenirs qui sont indélébiles. Et je suis heureux de voir que ça. De pouvoir le refaire partager, en fait. C'est vraiment l'idée. Tu repermets à une nouvelle génération de pouvoir profiter de films. C'est pour ça que quand on me dit mais il faut faire les Nuits au Max en province, il faut venir nous voir à Lyon ou ailleurs. On n'a pas de passeport, on n'a pas de visa pour ces pays-là. C'est vrai. C'est surtout qu'il n'y a pas le Max Linder. C'est ça le problème. Trouvez-moi des cinémas qui ont la qualité de projection du Max. Je veux bien venir, mais parce que toi, c'est aussi, c'est aussi radical que ça, quoi. C'est-à-dire que il y en a sûrement. Il y a sûrement plein de cinémas en France qui ont un écran de 18 mètres, un son de très bonne qualité, une qualité de vision du film qui est l'équivalent au Max Linder. Mais même sur Paris, il y a très peu de salles comme ça. Enfin, je veux dire, moi j'en connais quelques-unes. Il y a l'UGC Normandie que j'adore, qui est une salle magnifique. Il y a encore la grande salle du Forum Horizon qui, même s'ils l'ont massacrée, reste quand même une très belle salle. Il y a quelques salles, il doit y avoir 5, 6 salles dans Paris qui ont cette qualité de projection. Après, en province, il y a des multiplex, mais moi les multiplex, ça m'emballe pas. Il n'y a pas toujours des bonnes salles. Il y a des fois des grandes salles, mais qui sont pas forcément de très bonne qualité de projection. C'est pas faux du tout. Et souvent d'ailleurs, des salles qui ont plutôt justement des bonnes qualités, et parce qu'elles ont souvent été refaites il n'y a pas très longtemps, et c'est justement des salles qui sont pas aussi énormes que ça. C'est un équilibre entre la taille de l'écran et la proportion de la salle. Un équilibre qui est compliqué, qui est difficile, et il y a quelques salles comme ça dont moi je trouve que la magie du cinéma opère, et on est dans le film, on est dans le truc. Si c'est les multiplex qui sont faits tous sous la même forme, bon, moi ça me laisse un peu. Ouais, c'est des bowling, quoi. T'as le bowling, la pizzeria, le cinéma, quoi. Exactement. Mais, mais moi je suis pas. Mais qu'on m'en trouve, je viendrai voir et que je veux bien faire des Nuits au Max en province, hein. J'ai une copine qui m'a dit il faut faire ça en Suisse, pourquoi pas, hein. Moi j'adore la Suisse. Et puis on a des petits dépôts à faire. À Lourdes. C'est bien parce que les comptes de leur ton père étant en Suisse, c'est pratique. On ira faire des dépôts là-bas. Tout à fait. Bon, maintenant qu'on a parlé des jeunes, on va parler des vieux. Ouais. On va passer à l'agence 2Geeks. Le temps passe. Oui. Donc on va vous décortiquer un petit peu. Alors l'agence 2Geeks, écoutez, il y a une émission de l'Instar. Donc là en fait on va passer, on a conclu sur les Nuits au Max. Oui, venez nombreux. Viendez. Le 8 décembre. On va rappeler, voilà, le 8 décembre, donc c'est-à-dire très bientôt, 23h35. 23h15. 23h15, 3 films. Alors, je sais pas si on l'a dit. Vous avez dit par lequel vous commencez ou... Alors, Aliens, et on finira par Event Horizon. Moi, je voulais commencer par Event Horizon, mais certains esprits de chagrin m'ont dit « Oh non,
on va encore terminer trop tard pour Aliens, blablabla. En gros, il y en a certains qui veulent se barrer après le deuxième film. Tant pis pour eux, ils savent pas ce qu'ils ratent, donc je me plie à la vindicte populaire et je passerai Aliens et Event Horizon. Mais bon, ça va, enfin, ça Ouais, d'accord. Ok. Alors, pour juste, Laurent, avant qu'on conclue Oui. sur ça, j'en profite pour dire que donc, nous avons 2 places à faire gagner au cas où. Alors, ça va être très simple parce que ça va être super rapide. Si j'arrive au moins à sortir le podcast demain, vous répondez aux commentaires, on fait un random sur le site random machin. Et vendredi à 22h, j'annoncerai qui a gagné les 2 places. Et je rappelle quand même, parce que ça m'est déjà arrivé, que les places seront distribuées au Max Lender. Alors ça sert à rien d'essayer de les gagner en habitant à Pau, Ouais. parce que ça sert à rien. Non seulement je ne le donnerai pas, elles seront distribuées au Max Lender. Donc bon, Donc il ne faut jouer le jeu. que si on est sûr de venir. Exactement. Voilà. Bon, bah, très... Donc, eh ben, comme on disait tout à l'heure, c'est le moment de passer Au au décortiquage. décortiquage de nos invités qui sont ce soir, donc on le rappelle. Alors, David Ogia, aka David Bradge, aka Mister D. Oui. En fait, Et leur père, aka LTP. C'est ça. Deux des membres de l'agence 2Geeks, auquel il Voilà. manque et le Docteur Non Et et Post Post-Carbone. voilà, ceux-là pour les avoir, faut se lever de bonne heure. Post-Carbone, si j'ai bien compris, il tourne autour du monde sans s'arrêter, c'est ça? Voilà, Post Carbone est un créateur d'entreprise, une espèce de géo-trouve-tout, donc il invente des produits délirants dans la technologie, et donc ça l'occupe beaucoup. Et je vivais plus Docteur Non en haut de sa montagne, en ermite, avec sa plume doigt en train de gratter le papier. Voilà, Non. Docteur Non a plus une activité Littéraire, d'écrivain. cérébro-littéro-écrivaine. Voilà, et Docteur Non est un ermite au caractère changeant, voire soupolé parfois. Et, et donc, le podcast, il n'aime pas ça, je peux le dire ce soir. Docteur Non n'aime pas faire du podcast, mais il le fait pour me faire plaisir. Et c'est dommage, parce que c'est bien. Eh oui. Bah oui, en plus. Ouais. Oui, bon, je lui ai déjà dit, mais Docteur Non, Il ne quand nous ça, croit pas. quand ça vient de nous, il ne nous croit pas. Ah, il voudrait nous faire croire qu'il se force à chaque fois à venir. Ah, c'est pas loin, hein, c'est pas loin. Ah ouais. Non, mais il aime beaucoup parler, donc c'est un beau parleur. Ah. Donc parler dans un micro, ça lui pose pas de problème, mais le podcast en lui-même, c'est pas son truc. C'est pas son truc. Bon. Non, il est plutôt dans l'introspection, Docteur Non. Mais bon, mais il fait bien son boulot quand il vient. Hein. Voilà. Oh, très bien. Très bien. J'aime beaucoup Docteur Non. Moi aussi. Parce que je connais. Du coup, on va en profiter pour rappeler aux gens qui ne connaissent peut-être pas l'agence 2Geek. Donc, arrêtez-moi si je me trompe. On va dire un podcast geek généraliste où vous parlez à la fois de news et avec une partie avec des invités. Non, mais c'est histoire de trouver un justificatif pour faire quelque chose dans ce podcast. Sinon, je ne ferai rien. Puis ça permet de se chauffer en plus. Ouais, ça permet de se chauffer. Puis Parce que c'est toi qui fais les Telex, c'est ça? Oui, c'est les Telex. Ouais, les Telex, l'idée, c'était de faire un petit truc rigolo au début pour se mettre dans l'ambiance. Voilà, enfin, ça permettait de se mettre dans l'ambiance. Puis en plus de passer quelques infos, on a passé quelques messages sur les gens qu'on aime bien, comme Babozor et Pascal Mabi quand ils ont fait le Stummel, des choses comme ça. Donc les news, ça a toujours une utilité. Les Telex, ça permet de passer quelques trucs qu'on aime bien. Et puis de se chauffer, puis de se mettre dans l'ambiance. Généralement, ça permet de rigoler un peu. Voilà. Et après, on fait le dossier, la mission. Qui est toujours centré autour de l'invité. Exactement. Et d'ailleurs, de plus en plus, c'est vrai qu'au l'année dernière, sur l'agence 2Geeks, on a fait quelques épisodes où on était juste entre nous, sans réel invité. Mais ça, je pense qu'on le fera de moins en moins, voire plus, puisque l'idée, quand même, c'est de recevoir des gens qui ont des choses à nous raconter. Parce que nous-mêmes, on n'a pas énormément de choses à raconter. D'accord. Donc, est-ce qu'on peut dire que le Quadratour a été la genèse de l'agence 2Geek? Non, c'est plus simple que ça. En fait, j'écoutais des podcasts depuis très longtemps, mais j'écoutais de la catch-up radio. En fait, j'écoutais des émissions de radio que je connaissais en podcast, parce que c'était super pratique. Et un jour, je découvre un podcast, ça s'appelle L'apéro du Capitaine, je crois. Un truc à pas écouter.
Donc tu t'es fait violence une première fois. Voilà, et en fait, je me suis dit, mais c'est quoi ce truc de malade? C'est ce que tout le monde se dit la première fois qu'il écoute l'apéro. Il dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais qui c'est? Il reçoit son père dans l'apéro? Parce que j'avais pas compris, Lord ton père. Longtemps. Et en fait, non, c'est pas son père, c'est un type qui se fait pas appeler Lord ton père, tu vois. Ah, il en faut bien. Et puis Lord, quoi. C'est Lord, Lord. plus, bah, C'est quand même- enfin, on connaît l'allusion, mais bon, et donc j'écoute ça, j'étais en Corée, encore une fois. J'avais 3 semaines à perdre, et donc je me suis enchaîné, à l'époque, il devait y avoir une vingtaine de numéros d'affilée, quoi. Ah, puis les premiers en plus. Hein. Ah ouais, oula. Et, ouais. Et donc, quand je suis rentré, je me suis dit, mais c'est vachement bien le podcast, c'est très intéressant. Je vais en parler à Docteur Non et à Postcarbone. David, je t'interromps 30 secondes. Est-ce que toi, parce qu'on a un petit écart d'âge, est-ce que ça t'a rappelé, toi, la radio libre de 86, je crois? Sûr. Non, même avant. Enfin, 80. Le début des années 80, oui, c'est tout à fait l'esprit radio libre et cibiste, en fait. Moi, j'ai trouvé dans le podcast qu'il y avait un esprit cibiste, sauf que les cibistes, ils émettent plus et maintenant, ils s'enregistrent sur Internet et ils font de l'audio. Mais c'est plus structuré que ça. Enfin, je trouve que ce que je trouve intéressant dans le podcast, c'est qu'il y a la volonté de faire des émissions avec des thèmes, des sujets, parfois des analyses très pertinentes. Votre podcast sur les podcasts, par exemple, c'est quand même un truc intéressant qui permet de faire vivre l'univers. Mais il n'y a pas que ça. Moi, je trouve que Podcast Science, c'est génial ce qu'ils font. C'est formidable. Enfin, il y en a plein de gens très talentueux qui font d'excellents podcasts. Et moi, ce que je me suis dit avec la Quadratour, c'est que je me suis dit, c'est marrant, mais on n'a pas de podcast sur notre génération de Quadra qui ont vécu quand même des choses assez sympas dans les années 80, 70, et on a vu plein on a vu la genèse de tout le cinéma qui aujourd'hui Et de l'informatique. et de l'informatique. La naissance de l'informatique, des jeux vidéo. Voilà, donc on a vécu ça réellement et on a quelque chose à raconter là-dessus. Et en discutant avec Docteur Non, dont la science-fiction est une passion, et Postcarbone qui aime l'écologie et la fin du monde. Et les vélos électriques. Et les vélos électriques. Et la technologie en règle générale quand même. Aussi. Voilà, on s'est dit, on va faire un podcast où on aura chacun notre rubrique. Alors moi, j'avais déjà en tête les news. Il y avait Docteur Non faisait ses dossiers interminables et Postcarbone nous fait le moral pour terminer. Ça avait une particularité d'être fleuve dans mes souvenirs, le Quadratour. Voilà. Le problème, c'est que le Quadratour, ça nous obligeait tous les trois à bosser beaucoup à chaque émission, ce qui n'est pas toujours pratique, surtout vu nos grands âges. Hein. Nos grands âges et nos agendas de ministres avec des rendez-vous et beaucoup de boulot, donc on n'est pas très dispo. Et puis, mais voilà, c'est le problème du Quadratour, c'est qu'il fallait que tous les trois on bosse beaucoup à chaque fois. Et je me suis dit, en plus, le Quadratour, ça parlait à personne. Le nom ne parlait pas aux gens. Les gens comprenaient pas ce que c'était. Donc, au bout d'un an, j'ai dit, allez, on arrête le Quadratour, on refait une autre émission où on reste ensemble, mais on intègre Lord ton père parce qu'il est sympa. Oui. Mais il vous l'avait pas déjà un peu. Il était déjà il était déjà là et vu qu'on apprécie largement sa présence, on est content de l'intégrer. Je crois que ça le repose un petit peu. Hein. Ah oui. C'est ce moment de détente. Voilà. Et ça lui change du was-up. Voilà. Et donc on s'est dit, on va faire une émission plus simple, axée sur un sujet à traiter à chaque fois. On verra qui le fait, si on le fait ensemble, si c'est par rapport à un invité. Puis, sauf que maintenant, c'est par rapport à un invité. Ouais, ça tourne plus autour de l'invité. Voilà, maintenant. mais ça me paraît être la bonne formule pour nous parce que l'apéro du capitaine m'avait permis de voir ce qu'était le potentiel du podcast. Mais je trouve que l'apéro du capitaine, l'intérêt, c'est les personnages qui le font. C'est-à-dire Lord ton père, Quacos, Captain Wem, Manox, ils font leur show, quoi. Ouais, et je mettrais un petit bémol quand même, c'est que moi je pense que les meilleurs apéros qu'on ait fait, c'était avec des invités. Parce que c'est plus. Parce que et moi je pense que l'invité. Non, mais ça, tu as raison, LTP, mais c'est surtout que à la base, vous avez quand même une base solide d'un show qui est bien rodé entre vous. Si en plus il y a un invité, ça donne des émissions qui sont souvent exceptionnelles. Et donc, moi, je trouvais que sur déjà. Parce que moi, les trois autres, je peux plus les supporter. Ah, mais ça, je me doute. Mais sur la TG, je voulais pas qu'on fasse la même chose. D'abord parce que nous, on est, Docteur Non, moi-même ou même Postcarbone, on n'est pas des showman.
Et on est super bavard, on a envie de raconter plein de trucs de ce qu'on a vécu, hein, de nos souvenirs. Donc, je pense que c'était axer ça autour d'invités sur des sujets que les invités maîtrisent. Et puis moi, j'aime bien maîtriser une partie du sujet qu'on traite à chaque fois, même si j'en maîtrise qu'une toute petite partie. C'est pour ça qu'on n'a pas fait trop de mangas, c'est pour ça qu'on n'a pas fait trop de jeux vidéo, on a fait un peu, et surtout du rétro gaming, c'est parce que moi, c'est pas des trucs que je maîtrise. Ou de la bande dessinée, on en a fait encore la dernière fois, mais je le fais avec réticence parce que c'est pas des sujets que je maîtrise bien. Alors évidemment, quand on parle dans le cinéma avec Philippe Gage ou même dans des podcasts un peu plus science, c'est plus Sur l'économie, tu maîtrises aussi? Non, l'économie, mais là, je laisse Post-Carbone parler. C'est vrai que c'est toujours reposant de l'entendre discuter. Oui, c'est ça qui est pas mal aussi d'être quand même à plusieurs, chacun un peu ses compétences et ses spécificités. Ah ouais, et juste pour en finir avec le Quadratour, quand même, vous avez quand même fait 21 épisodes, quand même, mine de rien, sur une saison. Ouais, Dont un moi, je l'ai écouté tardivement, c'était très long sur la fin. Mais pas du tout. Surtout qu'en plus, la version, il y a eu 2 versions de ce podcast. Oui, la version... la version normale, celle de l'apéro, et il y avait la version avec un bonus track. Voilà, la version... celle de Mr. D. Quadratour, avait 5 minutes de plus, et en fait... si je me souviens bien, tu avais fait plus de downloads que nous. On dégoisait, avec Post-Carbone et Dr. Non sur les gens de l'apéro à la fin, et ça, c'était rigolo. Et ça permettait. Oui, on a fait beaucoup de downloads sur celui-là, parce que les gens voulaient écouter. Les gens voulaient celui-là. Ils voulaient savoir ce qui se passait à la fin. Non, c'était une bonne arnaque. C'est une belle arnaque. Non, mais faire du podcast dans ces conditions, c'est super sympa. C'est vrai qu'on a la chance d'avoir le studio B, donc un endroit agréable où on peut recevoir les gens. Dédié à ça, quand même. Oui. C'est-à-dire que vous êtes, enfin, apparemment, arrête-moi si je me trompe, mais vous n'avez pas besoin de tout démonter, machin. C'est comme la cave de l'apéro. La cave aussi, c'est pareil. C'est pareil, c'est comme la cave démontée. Sauf qu'on n'aurait pas fait venir pirater dans la cave, parce qu'il n'aurait pas pu descendre l'escalier mortel. On a eu du mal à le faire monter au Quadratour. C'est vrai qu'on a eu certains invités assez âgés qui ont eu du mal à monter. Il y a un escalier. Une petite marche en colimaçon. Colimaçon. Laurent, tu as déjà été là-bas. Donc voilà, mais c'est vrai que l'endroit est super sympa, dédié à ça, et qu'on a la chance, on a vraiment cette chance de pouvoir faire ça là-bas. Et donc, première ATG le 2 septembre 2011, Peur sur l'économie. Voilà. Ouais. Mission 1, Peur sur l'économie. Ouais. Bah oui. Et là, on en est au 32e qui vient de sortir et le 33e qui se prépare avec François Sorel. François Sorel, ça a été dur d'avoir François dans l'ATG, pas qu'il voulait pas venir, mais il a pareil, il est super occupé, il fait beaucoup de podcasts, il a pas beaucoup de disponibilité, et ça fait plusieurs fois qu'on se dit bon, alors on fait que ça quand, et bon, finalement on est tombé sur cette date. J'espère qu'il va venir, mais bon, il me l'a confirmé plusieurs fois, donc ça devrait pas poser de problème. Et François est un type passionnant, il a en plus les découvertes d'invités, c'est très rigolo, parce que vous avez, alors c'est Michel Fellet qui vous fait la conquête spatiale sur l'espace. Michel. C'est étonnant, parce que on pourrait se dire que c'est un sujet pas aride, mais enfin quand même un peu particulier, et ça plaît beaucoup. Il est revenu même, je crois, c'est ça, c'est lui qui est venu 2 fois. Oui, en plus, c'était la conquête spatiale soviétique, en plus, c'était encore plus précis. Alors, la conquête, pourquoi j'ai voulu faire la conquête spatiale soviétique, il y a encore une raison précise à ça, c'est que moi je suis un grand fan d'un film qui s'appelle L'étoffe des héros. J'espère qu'un jour je pourrai. Ah putain, j'adore ça. Moi je l'ai vu aussi. C'est un film. Je l'ai vu 10 fois. C'est un film magnifique qui passera très très bien en Max Linder. C'est juste que ce film n'a qu'un défaut, c'est qu'il n'est focalisé pratiquement que sur la conquête spatiale américaine. Et moi, j'ai toujours eu le fantasme de me dire, mais il y a l'équivalent évidemment de l'étoffe des héros à faire sur la conquête spatiale soviétique. Il y a le pendant soviétique qui est aussi passionnant, voire peut-être même plus passionnant que la conquête spatiale américaine. Et quand j'en ai parlé à Dr. Non, il m'a dit, mais j'ai un copain, il connaît très bien ça, il s'appelle Michel Follet, et c'est Dr. Non qui m'a présenté à Michel. Et quand j'ai parlé à Michel, que je lui ai dit, mais j'aimerais bien faire un truc sur la conquête spatiale soviétique, j'ai vu des petites étoiles rouges s'allumer dans ses yeux. et il m'a dit, oui, il y a beaucoup de choses à dire. Et moi, je crois que le succès d'un épisode de l'ATG, ou d'un podcast d'ailleurs en général réussi, c'est quand on tombe sur des gens réellement passionnés par leur sujet.
qui le maîtrisent et qui s'expriment bien et qui sont des passionnés à fond de ce truc-là. Et qui transmettent cette passion. Voilà, et c'est le cas à 100% de Michel. Ça a été le cas sur ces 2 épisodes ce 3e épisode extraordinaire avec Michel Tonini. Avec Michel Tonini, qui était vraiment un très très bon épisode. Nous, on a passé un extraordinaire moment. Je crois que de toute façon, ça se ressent quand un ATG réussit. C'est que nous-mêmes, on a passé un moment extraordinaire avec l'invité. Donc on se fait, encore une fois, c'est comme pour les Nuomax, on se fait avant du plaisir nous. Et on espère que ce plaisir qu'on passe à discuter avec notre invité se ressent à l'écoute, quoi. On est aussi nos premiers spectateurs. Enfin, on est toujours son premier spectateur, donc si nous on se fait déjà pas plaisir. Ouais, clairement. Non, mais ça a été le cas sur l'épisode sur les ovnis où moi j'ai pas passé un super bon moment. D'ailleurs, je l'ai dit, ça a été un peu le cas avec Philippe Guillemant où j'ai trouvé que c'était pas un bon épisode. Mais il y a des gens qui ont adoré, donc voilà. Après, tous les goûts sont dans la nature. Parce qu'après, vous avez reçu quand même pas mal d'invités qualitatifs, dont Moebius, Eric Chahi. Oui, j'ai pas fait la liste de tous parce que la dernière fois, la jolie Cécile. Oui, Cécile Corbel. C'est quand même je parle pour nous deux, c'est quand même une chance de rencontrer ces gens-là. Ah ouais, bien sûr, on a beaucoup de chance. Alors moi, j'étais très content quand vous avez reçu Jean-Baptiste Ferretier de La Revanche des Geeks. Ouais. Donc en fait, c'est assez hétéroclite aussi, c'est-à-dire que voilà, on passe d'un réalisateur de documentaires de La Revanche des Geeks à Moebius, à des spécialistes de la conquête spatiale. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est que c'est pas uniquement basé sur... Le format de l'émission permet justement ça. Il est suffisamment souple. Moi, je crois que l'idée, c'est d'essayer de changer le plus possible. Moi, j'ai quelques idées de sujets là qui vont venir au début de l'année prochaine, qui vont vous surprendre encore, où je vais partir dans d'autres directions. On va encore étudier des choses dont on n'a pas du tout parlé, et toujours avec le même objectif de transmettre une passion, de faire découvrir quelque chose. Et voilà, je pense que pour moi, c'est la meilleure méthode de ce qu'on peut faire nous. On n'est pas parfait, mais de recevoir des gens qui vont. On reste des amateurs. On est des amateurs, totalement amateurs. Oh. Là, après, c'est toujours une définition. Amateur, pourquoi? Parce que... Non, ça veut dire que tu n'en vis pas et que c'est pas ton métier. C'est ce que j'allais dire. Amateur juste parce que tu gagnes pas d'argent, ou amateur parce que tu te considères limite par rapport à un professionnel qui maîtrise son sujet. Oui, je pense que vous êtes bien moins amateur que certains professionnels. C'est possible, mais on reçoit des vrais professionnels comme Anissé Mbida de BFM. Oui. On reçoit François Sorel demain soir, qui lui, pour le coup, est un professionnel depuis de très nombreuses années du podcast et de l'émission technologique. Donc voilà, c'est bien, ça nous aide à progresser, à nous exprimer. Moi, c'est marrant, des gens autour de moi m'ont dit, mais c'est marrant, depuis que tu fais du podcast, tu parles pas de la même manière. C'est vrai? Tu t'exprimes différemment. Moi, c'est l'inverse. On me dit de moins en moins. Ça doit être tes fréquentations LTP, à mon avis. Donc, non, mais on m'a pas dit que je parlais mieux, on m'a dit que je parlais différemment. T'as pris ta voix de podcast. Voilà, c'est ça, j'ai une voix de podcast. Donc, mais c'est amusant parce que au début, comme beaucoup de monde, je supportais pas de m'entendre. Et maintenant, quand je réécoute les ATG, en fait, je me reconnais pas. J'ai l'impression que c'est quelqu'un d'autre qui parle. Donc ça me dérange moins. Tu es passé au-dessus de ça, de ta voix, en fait, tu l'entends comme si c'est une troisième personne presque. Ouais, tout à fait. Mais ça représente, encore une fois, il vaut mieux parce que ça représente quand même beaucoup de boulot. Je réécoute systématiquement tous les ATG pour les remonter. Alors, je ne coupe pas grand-chose dans les textes, mais par contre, je vire des blancs ou des Donc, c'est pour ça que ça prend du temps avant de les mettre en ligne. C'est que non, mais c'est un choix. C'est-à-dire que j'ai voulu, surtout quand on a des invités comme Moebius ou des gens très prestigieux, je veux quand même que le podcast ait la meilleure gueule possible. Non, je rigolais parce qu'il y a eu des décalages parfois. Mais pas du tout. Mais pas du tout. C'est un mythe. C'est faux. Non, mais c'est vrai qu'il m'arrive de. En ce moment, je suis à 1 mois de mise en ligne. Parce que le podcast de Vatine, c'était vers mi-novembre. On est
fin novembre. Non, mi-octobre, je veux dire. On est fin novembre, je l'ai mis en ligne il y a quelques jours. Oui, parce qu'avec les invités, c'est pas possible d'avoir un vrai rythme. Enfin, c'est compliqué. Si, il suffirait que je me discipline, mais surtout que je parte pas en vacances 3 semaines et que j'ai plus de vie de famille. Donc, ça, c'est un peu problématique. Oui, voilà. Donc, Il faut toujours jongler avec tout ça, de voilà, toute façon. jongler avec tout ça. Mais c'est vrai que c'est pour ça aussi qu'on reste amateur. C'est que si ma vie était consacrée à faire ces émissions, évidemment, je les mettrais en ligne beaucoup plus vite. Et puis, tu te rends compte que tes fans entiers trépignent. Ouais, je m'en rends compte. Non, mais je suis désolé, j'espère qu'ils me pardonneront ces attentes interminables. Je vais essayer d'aller plus vite, mais c'est pas facile. Honnêtement, c'est pas faute de traîner, mais il faut tout réécouter. Les podcasts font entre 2 heures, 2 heures et demie, parfois 3 heures. Et réécouter ça, pas juste en écoute, mais en montage, c'est-à-dire en s'arrêtant. Bah, c'est le double, quoi, presque. C'est le double, voire le triple, parce qu'on prend du temps à régler les niveaux. Et quand on réécoute le podcast sur les ovnis, c'est plus long. Ah oui, celui-là, c'est très, très pénible. Et encore, parce qu'en plus, vous faites des lives, donc c'est-à-dire que donc moi souvent j'écoute les lives. Bon, en ce moment pas trop puisqu'ils tombent en général au même moment où on enregistre Podbox, donc c'est un petit peu problématique. Oui, désolé. Mais oui, vous allez me changer ça très vite. Oui, pas de problème. Envoyez-moi la liste des jours d'enregistrement de Podbox. Je t'enverrai des dates et puis tu te caleras en fonction. En fonction. Voilà. Et non, tout ça pour dire que oui, que quand même, donc le live, c'est le live, hein, il n'est pas repris, je le trouve quand même très qualitatif, quoi. Parce que ça va dans le live, enfin je veux dire ça passe dans le live, mais même si on fait une erreur ou qu'on s'arrête et qu'on dit ah bah on va monter ça au montage, enfin voilà, ça gêne. Oui, c'est pas faux, il y a aussi l'image un peu, ouais c'est vrai aussi. Ça pose pas de problème, mais par contre quand on réécoute, donc pour quelqu'un qui a une première écoute, je dirais, du podcast, quand il y a un coup qui est donné sur la table, ça fait un boing, c'est très désagréable. Quand il y a des gens qui toussent derrière leur micro, ils le font pas exprès. Bon bah comme je suis en multipiste, j'ai la possibilité de couper un maximum le tout sautement, donc voilà, je le fais. Je pourrais le laisser, ça poserait pas réellement de problème. Je pense que la qualité du podcast serait pas mauvaise quand même. On n'écoute pas de la même manière en différé. Voilà, si je peux donner un truc de meilleure qualité, j'essaye de régler au mieux les niveaux, les compresseurs. Je suis pas un grand spécialiste comme Quacos du son, donc je me galère un peu. Bon, je te comprends, mais oui. énormément. Mais du coup, tu t'es tourné tout de suite vers l'audio, tu t'es pas posé un seul instant la question de faire de la vidéo? Ah ouais, non, pas une seule seconde. Je vois pas l'intérêt de la vidéo à part se rajouter quelque chose de complexe. Je l'ai fait hein, puisque je l'ai fait pour les Fantasy Tavernes que je faisais pour fantasy.fr. C'est moi qui les réalisais. Donc je sais ce que c'est que de faire de la vidéo. J'ai trouvé des solutions pour le faire en live. Je pourrais le faire avec la TG, mais bon, j'ai déjà la moitié de mes co-religionnaires en podcast qui veulent pas être vus. C'est pas pratique pour faire de la vidéo, mais bon, il y a la cam qui monte les invités. Mais non, la vidéo, honnêtement, je trouve que le format audio est vraiment super bien. Ça permet de faire des podcasts de 2h30. En vidéo, c'est même pas la peine, surtout au niveau du poids. Là, on est déjà à des podcasts qui font entre 100 et 200 MB. En vidéo, on serait au-delà du giga, c'est pas possible, quoi. Donc, et puis franchement, ça se justifie pas. On n'a rien de particulier à part nos binocles, nos têtes à montrer. Et c'est pas très beau. Non, franchement, l'audio, c'est parfait, quoi. Les gens nous écoutent dans les transports, principalement, je pense. Mais quand même, les lives, c'est agréable. Hormis le fait que tu as un contact direct avec les gens qui t'écoutent, donc tu peux avoir une interaction. Mais moi, c'est vrai que j'aime bien regarder les lives, même si ce n'est qu'une webcam qui filme les gens. Non, mais je comprends. Ça apporte nos expressions, ça apporte l'expression de l'invité. Après, évidemment, c'est pas idéal et obligatoire quand tu l'écoutes dans ton... Après, on est en désaccord avec Smith. Moi, je suis de moins en moins les lives. Enfin, je trouve que ça m'apporte... moi, ça me plaît pas. Ça m'amuse pas forcément, quoi. Si on veut faire un podcast long, comme ce qu'on fait avec la TG, ce qu'on est en train de faire ce soir avec votre podcast, la vidéo, c'est vraiment pas utile. C'est
trop long, Trop compliqué. trop compliqué, ça devient trop lourd. C'est quand même Non, mais on est d'accord, quand vous parlez de vidéo, vous parlez de faire un podcast vidéo. Ouais, bien sûr. Et non pas de coller une webcam qui filme des gens qui parlent sur un micro. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt. D'accord. Oui, moi c'est plutôt de ça dont je parlais, Laurent. Oui, non, mais j'entends, mais moi je maintiens, je suis pas un gros fan de live. Alors après, ça dépend aussi peut-être comment on les consomme, ça on en viendra aussi plus tard. C'est vrai que moi j'en consomme actuellement beaucoup chez moi, donc j'ai plus facilement la possibilité de le regarder sur un écran. Mais c'est vrai que en temps normal, c'est surtout dans les transports, là l'audio est tout à fait. Et du coup, ça me permet de transitionner. Vous écoutez du podcast l'un et l'autre? Autre que pour le sien pour monter? Vas-y, Lord. Aucun. Alors, c'est pas parce que j'aime pas les autres podcasts, mais c'est tout simplement j'ai pas le temps. Alors, LTP, je t'apprendrai que dans tous les groupes de podcasteurs, il y en a toujours un qui écoute pas de podcast. L'année dernière fois, c'était Oro qui écoutait pas de podcast. Mais j'ai absolument pas le temps. C'est entre le boulot. Dans la TG, je pense que il y a que Docteur Non et moi-même qui écoutions du podcast. Docteur Non même plus que moi. Moi, j'écoute l'ADC dans les transports. Je l'écoute pas en live. Alors après, je vais faire rire les gens. J'écoute quoi comme podcast à part ceux de FreePod que j'adore. Non, mais même pas tous parce que j'écoute pas toujours les Polygeeks parce que des fois le sujet m'intéresse plus ou moins. Et puis il y a les nouveaux podcasts qui sont arrivés chez FreePod là, le PodMyDev, je ne comprends rien. Ça me paraît très très précis. Hein. Bon, c'est très spécifique. Non, mais c'est quand même du développement. C'est trop spécifique. Et puis Proxy Jeux, j'aime beaucoup son podcast, mais je suis pas un fan de jeux de plateau. Après, dans les podcasts No Watch, moi je regarde plutôt les lives de No Watch que je trouve très bien faits. Quand il y a une keynote, un truc comme ça, je trouve que ils sont super au top, les mecs. Ça, c'est sympathique. Il m'arrive de regarder Geeking, mais de moins en moins, pas parce que la qualité du podcast a changé, c'est juste mes goûts. Enfin, je crois que je m'abreuve un peu trop de geek culture, donc. Un peu d'Aguichroom. Ah ouais, bah oui, bien sûr, Fifi. L'excellent Fifi. L'excellent Fifi. Et aucun podcast anglophone ou. Encore une fois, je manque cruellement de temps, donc je suis obligé de faire un choix. Et j'écoute Bernard Mabille, les coups de sang, ouais. Même j'écoute, je l'avoue, j'écoute Canteloup. Mais c'est pas grave. Il mérite sa place de numéro 1 au podcast parce qu'il est vraiment fort. Voilà, mais sinon. Numéro 1 au podcast. Pardon? Canteloup, numéro 1 du podcast. Qui trône à la première place depuis des années. Dans iTunes, tu parles. Dans iTunes, ouais. Mais c'est des millions de téléchargements. Hein, Du coup, on a évoqué ça rapidement, mais alors, on dira rien d'LTP parce que voilà, mais comment on arrive à gérer le podcast et sa vie professionnelle et voilà, d'habitude on demande à nos invités ce qu'ils font comme travail, quel âge ils ont, ce qu'ils ont comme hobby. En gros, est-ce que 5 ans, il est retraité, c'est ça. Non, mais il est riche, c'est ça. Enfin, c'est un rentier. En gros, est-ce que la vie de votre vie. Non, je ne suis pas riche. Si, tu peux l'avouer. Riche en tic-tac surtout. Donc, les gens savent à peu près ce que je fais. J'en parle régulièrement. Moi, je suis dans l'édition. J'ai cofondé avec mes 5 autres associés Brajlon, les éditions Brajlon. Et aujourd'hui, je m'occupe plus d'une nouvelle société qui s'appelle Identes, qui fait de la diffusion numérique. On en a parlé dans notre podcast de l'édition numérique et donc j'ai monté une boîte qui fait de la diffusion numérique, c'est-à-dire le même travail que font les diffuseurs papier, c'est gérer la promo, gérer le flux de livres au niveau numérique, c'est-à-dire quand un éditeur veut sortir des bouquins, il faut pas faire ça n'importe comment, n'importe quand. Il y a un rythme pour que les gens puissent suivre cet éditeur, suivre les nouveautés, etc., etc. C'est un peu chaotique l'édition numérique aujourd'hui, la façon dont ça se fait, et un diffuseur est là pour réguler, on va dire, ces choses-là. Donc voilà, c'est ce que je fais en ce moment, ce qui me laisse beaucoup de liberté pour faire des choses autour. Voilà. Mais du podcast.
Exactement. Et des New Max. D'accord. Bah, ça fait déjà quand même pas mal d'activités en plus de tes activités professionnelles quand même. Oui. Non, mais c'est intéressant. C'est bien Le Tu le vois un podcast. peu comme du loisir. Ouais, et puis aussi un peu de com déguisé. Enfin, déguisé, oui et non. C'est-à-dire que la grande force de Brajlon, quand on a démarré, ça a été notre communauté. On a tout de suite, parce qu'on faisait de la fantasy, de la science-fiction, on a tout de suite créé une communauté qui nous a beaucoup suivis, qui nous a beaucoup aidés. Et en grossissant, cette communauté, elle s'est un peu délitée, voire a pratiquement disparu. Bah, je dis pas qu'on n'a pas de lecteurs, mais on a plus cet aspect communautaire de gens de fans, de noyaux de fans. Alors, et ça commence à revenir parce qu'on a César chez Brajlon qui s'occupe du blog et qui fait ça super bien et qui commence à rabibocher la communauté qu'on était en train de perdre. Et moi, je me suis dit, avec le podcast, j'ai la chance de pouvoir recréer une autre communauté. Et voilà, et je suis très content de le faire. Et en fait, voilà. Et en fait, là, il y a Quacos qui descend et qui nous dit, mais alors, vous avez vu l'heure il va falloir, Ouais. il va falloir payer des heures supplémentaires à Quacos. Voilà. Voilà. Bon, ben quoi cause de toute façon, on a presque fini, vous On a lui pas dire. fini, cher ami Quacos. Et puis, il peut venir crier s'il veut au Je crois micro. il va s'abstenir de nous polluer ce podcast qui est tellement propre ce soir, n'est-ce pas, alors ton père? Exactement. Donc, du coup, j'ai perdu le fil de là où est-ce qu'on en était. Donc oui, on parlait de vos activités. En gros, c'était plutôt plus pour voir si vos activités, autant professionnelles ou de la vie de tous les jours, vous avez amené au podcast. Ah non, pas... Ou alors, c'était parce que, comme ça, d'un coup, ça vous est tombé dessus, on vous en a parlé, voilà. Exactement. C'est ça. C'est totalement ça. C'est Captain Web qui m'a dit faut qu'on fasse du podcast. Alors je lui dis c'est quoi? Donc je me suis dit c'est encore une de ces lubies à la con. Ça va pas durer. Ça va pas durer. Je me suis dit sans. Je dis bon, on va le faire une fois, deux fois, puis il va me lâcher. Ah, au fait, on achète des micros aux États-Unis. Ah bon, et ça coûte combien cette histoire? Ça a coûté cher. Je me suis encore un investissement à la con. Et puis finalement, aux États-Unis, en plus. 3 ans et demi après, on y est toujours à faire les mêmes âneries. Avec les mêmes micros américains. Mais heureusement, j'ai pu rejoindre l'agence Twiki. Oui, là au moins, il fait de l'intellectuel, du culturel. Enfin, voilà, ça te permet de te lâcher dans un certain podcast. Quelque chose. Non, ça c'est vrai. Même si je prends souvent la parole, parce qu'on me reproche souvent. Ben, du coup, comme vous parliez de matériel, on a une petite, juste une petite, pas une, j'allais dire une rubrique, le mot est grand, mais une petite question qu'on pose à chaque fois, qui est, alors c'est rapide, c'est en gros le micro ou le matériel que vous utilisez, parce qu'on s'est rendu compte que souvent les gens qui veulent commencer à faire du podcast ou qui en écoutent, ils commencent à se poser des questions. Bah, les premiers trucs, c'est Qu'est-ce qu'il me faut? De quoi j'ai besoin? le micro, le machin, et on s'est dit à recevoir des podcasteurs, autant leur demander en gros un peu ce qu'ils utilisent, ce qui nous fait une petite base de données qui peut toujours être utilisée par les gens. Simplement, très rapidement, oui, comme disait leur temps. Rapide, hein. On n'est pas le bon exemple parce que nous, on a été élevés à l'école Quacos. Voilà, c'est ça. Et on a du matériel, dès le début, on a eu du matériel un peu lourd. Donc, on a au niveau micro, on utilise des AT2020, donc commandés aux États-Unis. Moi aussi, j'avais fait la même chose pour l'ATG. On a des cartes son spécialisées. L'apéro du Capitaine, ils ont une carte son magnifique qui se sont fait offrir en crevard par leurs auditeurs. Moi, j'ai racheté en fait le matos de Quacos, l'ancien matériel de l'apéro. Avant qu'ils changent leur carte son. Et surtout, l'avantage qu'on a, c'est qu'on fait tout en multipiste. Voilà, et donc c'est une carte son, c'est la carte son des premières années de l'apéro, qui est en fait une carte son qui tournait sur un vieux Mac G4, parce qu'elle est en SCSI, donc c'est vraiment du vieux matériel, et du matériel qui tourne très bien. Enfin, je veux dire, il y a... qui marche, quoi. Le truc est spécial. Il fait ce qu'on lui demande. Voilà, ne fait que ça. Le G4, il est dédié. Il est dédié et il ne fait que ça. Il est dans une pièce séparée de la salle du studio, donc on l'entend pas. Et cette carte nous permet d'enregistrer 8 pistes. Et donc 6 micros et une piste stéréo en même temps, et de l'avoir séparé. Tout ça, c'est surtout la qualité des micros qui compte. C'est vrai que les AT2020 sont très bien. La carte son est très propre. On utilise Pro Tools pour l'enregistrement. Et pour le montage, moi, je fais ça sur Apple Logic, puisque je suis sur Mac. Donc, j'utilise Apple Logic, qui est l'équivalent de Pro Tools chez Apple.
mais je le trouve plus simple à utiliser. Qu'est-ce qu'on utilise d'autre? On a une table de mixage pour rentrer l'iPad ou les Et tu utilises différents. un iPad, toi, tu utilises un iPad pour lancer les jingles. Ouais, j'utilise mon iPad pour lancer les jingles qui est branché sur la table de mixage, qui est elle-même branchée sur la carte son. Alors que Quacos, tu utilises un clavier MIDI. Ouais, c'est un peu le même principe, hein, c'est un truc qui permet de lancer des fichiers son. Voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre comme. Puis des kilomètres de plugins pour améliorer le son, etc. Ouais, et etc. puis des câbles. des câbles Beaucoup de partout, câbles. beaucoup de Oui. câbles. Enfin, voilà, Et c'était une pour. bonnette, des bonnettes. D'accord. Et des super Eh ouais, bonnettes. alors ça, la bonnette, ça a été la découverte de l'année dernière, de Ouais, cette année. ça c'est top. Non, mais alors ça, là, je vais vous dire un truc. Donc, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, souvent, je vous regardais. Déjà, le quadratour, je regardais, et l'apéro, ça devait faire, je crois, depuis presque le début. Et donc, dans les lives, donc en vidéo, ce que je remarquais le plus, c'est ce filtre anti-pop Ouais. qui te cachait la moitié de la Ouais. tête. Et Ah, je mais ça coûte comprenais pas pas. cher. Je disais, mais Ça coûte- pourquoi ils n'achètent pas de bonnette? Ça coûte cher. Ça coûtait plus. Ouais. Mais Moi, je trouve ça moins classe quand même. on pensait que le filtre anti-pop c'était la solution. En fait, non. C'est vrai que la bonnette, c'est la bonne Ouais. solution. Ça, on peut le dire. La bonnette, c'est super, quoi. C'est la bonne solution pour la meilleure qualité sonore Et puis aussi, en c'est podcast. pratique. C'est pratique. Visuel, quoi. T'as pas un rond devant la tronche qui t'empêche de voir ton écran, le mec en face. Le son est bon et en plus réellement, ça fonctionne très bien. Donc, la bonnette plutôt que le. Et puis, Et puis le col de signe aussi. pas Le très col de cher. signe. Alors maintenant, c'est la dernière innovation qu'on a à Ça, c'est l'agence Toogeek qui à l'a l'agence lancé. Toogeek, c'est qu'on a foutu des cols de signe directement plugués Ouais. sur la table, et c'est mieux que des Vissé sur Alors, en gros, c'est-à-dire, c'est des supports micro vissés sur la table qui permettent de pouvoir, comme un tuyau de douche, en gros, plus Exactement. flexible, enfin plus rigide, pardon, de se placer le micro comme on veut. Ok. Tout à fait. Ce qui est, Bon, bah, très bien. ce qui est un très bon système. Ouais. Oui. Quand on peut faire, évidemment. Parce Oui. que si je commence à faire ça chez la table chez moi, ça va pas plaire à tout le monde. Madame, elle va pas être contente. C'est pas très waf. Voilà. Tout à fait. Bon, bah, je pense qu'on va pouvoir On avancer va- vers la conclusion ou Bah, Tranquillement, voilà. Si, parce que je vais me faire virer par Quacos. Bon. Alors, Ah, juste un dernier ah. truc. Tiens. Est-ce que vous avez... Alors, on va pas la poser comme ça, mais parce qu'on avait une question, c'est la question qu'on aurait aimé qu'on vous pose, pardon. Mais en fait, c'était pas vraiment comme ça que je l'entendais. C'est est-ce que vous aurez eu envie de parler de quelque chose? Alors, autre chose que ça du peut être, podcast. je dis n'importe quoi. Ça peut être, ah putain, j'ai bouffé un truc là, c'était super. J'ai écouté un album là, j'aimerais. Moi, je vais faire un petit coup de promo. Voilà. Ah, Lord ton père l'a fait déjà dans le podcast hier soir et je le ferai demain dans la TG. On a vu une pièce de théâtre qu'on trouve super sympa qui s'appelle Aphone, qui est au Café de la Gare, qui est une parodie des pièces de théâtre, enfin d'une parodie, je veux dire, une pièce de théâtre qui parodie le monde de l'univers d'Apple et de ses iPhones. En gros, c'est l'histoire du créateur de l'iPhone qui possède la société Apple. Qui est représenté par un trognon de pomme, c'est assez marrant. Et qui lance Et l'iPhone qui lance X. l'iPhone X, la 10e version de son iPhone. Et en fait, c'est une pièce clairement geek et qui va au-delà de ça parce elle est très post-carbonienne, vu que ça parle pas mal d'économie, de crise. Ça part vite en live. Hein. Ouais, et c'est très très drôle. Au début, on a été un peu sceptique et puis On après, rentre vite dans le jeu, puis Ouais. c'est assez barré finalement comme tout. Il n'y a qu'une personne sur scène ou ils sont sont 5 ou 6. Ouais, 5 ou 6. Ah d'accord. d'accord. Et, J'ai vu des affiches dans Paris, Il effectivement. y a 3 nanas qui sont mignonnes. ouais. Et on va. Et non, mais il y a plein de trucs très drôles et l'ambiance est super fun au Café de la Gare. Voilà, moi j'ai vraiment envie de les aider. On va les recevoir, pas cette semaine puisqu'on reçoit François Sorel, mais la semaine prochaine, le 13, ça sera le 13 décembre. On recevra le créateur de la pièce qui viendra nous parler plus en détail. Donc voilà, en attendant, ceux qui écouteront votre émission pourront se rendre Toujours aller le voir au Café de la Gare. Café de la Gare ou se renseigner sur le net. Il y a un site qui est consacré à iPhone. Ça s'écrit comme iPhone mais avec un A devant. Donc c'est facile à trouver. D'accord. De Très toute bien. façon, on mettra ça dans les notes de l'émission. Et du coup, avant de vous laisser partir, où est-ce qu'on peut vous retrouver? Oui. Ton père. Ah oui, alors ton père, pardon. Oh, pas particulièrement. J'ai envie de vous dire, arrêtez d'être sur Internet, prenez des bouquins.
Moi, j'ai envie bon. de dire, abonnez-vous à l'apéro du Capitaine. Oui, c'est vrai, filez-nous de la thune. 2,99 €. Moi, je suis très, très bouquin. Dès que j'ai un petit peu de temps libre et que je suis pas obligé d'aller faire un podcast, j'aime bien lire des bouquins. Eh bien, t'as pas un petit bouquin à nous conseiller? Qu'est-ce que je pourrais vous conseiller? J'ai rien lu de terrible ces derniers temps. Moi, j'ai lu Spin de Charles Wilson, très très bien. Ou bouquin de SF lisez, d'enfer. lisez du Jack Vance, c'est très bien. Ouais, Jack Vance, c'est bien. Oh, Voilà. Jack Vance avec le. Ah oui. Les Princes démons, Moi, je le cycle recommande de Chai, le cycle de Le cycle de Chai. que Miguel Lastucieux. c'est Ouais. Terre mourante. Ouais, la vieille terre. Et ce vert, j'ai pas fini le dernier du cycle de Chai. J'ai perdu mon bouquin. Il faut que je le retrouve absolument. Je peux t'aider. Aussi Le Monde Inverti. Très très bon Ouais, bouquin. excellent bouquin. Court et Ah, celui-là, je connaissais pas celui-là. très bon et très court. Ok. Ok, Donc, bon, on a noté tout ça. où est-ce qu'on peut vous retrouver à part dans les caves, du coup, Nulle part. sur l'internet du cybernaute? Lord ton père a un compte Twitter. Ah oui, il faut me suivre. Ah oui. c'est important. Ah bah oui. La promesse de Lord ton père, c'est Abonnez-vous à mon compte, je vous promets de ne pas polluer votre timeline. voilà, Ouais, c'est Lord ton père. arrobase Lord ton père, je crois. Ouais, tout à fait. Et puis moi, je vous pollue la timeline. C'est @David Brage. Sinon, évidemment, il y a le site de Les l'agence. Max aussi. Alors, il y a le site de l'agence 2Geeks, agence2geeks.com. Il y a le site de FreePod, sur lequel on Oui. retrouve évidemment l'agence 2Geeks, l'apéro du Capitaine et les autres podcasts de FreePod, etc., etc. Il y a donc les Facebook de Nuit au Max, Facebook/Nuit Max, je crois, Nuit au pluriel Max. Vous mettrez ça dans les notes de l'émission. Tout à fait. Donc, et puis, si vous nous suivez, il y a aussi un Twitter de Nuit au Max, il y a aussi un Twitter de l'agence 2Geeks. Si vous nous suivez tout ça, vous connaîtrez tous les trucs qu'on prépare. On annonce les choses à l'avance, donc généralement, les gens qui nous suivent savent ce qu'on fait. On est assez prolixe en information là-dessus. Formidable. Voilà. Bon, très bien. Merci beaucoup d'être. Oui. Et ensuite, toi, Laurent, où est-ce qu'on peut te retrouver Moi, sur ce petit univers? sur Twitter, c'est @Laurent Doucet, tout attaché, DOUCET, et puis une fois par mois, le Broclash. Qui n'est pas le seul Doucet sur Twitter. Et non, il y a aussi Arnaud Doucet sur Twitter, qui est mon frère avec qui je fais le Broclash tous les mois. Si ce n'est pas toi, c'est donc ton absolument. frère. @TheBroclash, TheBroclash, et le site internet, c'est le même. Le dernier sur l'illusionniste de Sylvain Chaumet. Et on va faire un hors-série, je vous en dis pas plus, mais comme on avait fait la fois précédente, avec quelqu'un qui a été autour de l'illusionniste pour en parler un peu plus. Voilà. Ok. Parfait. Excellent. Donc, moi, j'ai essayé de faire vite pour Geek de Geek. C'est simple, geekdegeek.fr, vous retrouverez toutes les informations pour aller sur la page Facebook, Google+, Twitter, l'Instagram, où d'ailleurs vous pouvez retrouver des photos des Nuits au Max, des différents événements où on va. La page YouTube aussi, où il y a quelques reportages aussi, puisqu'on parlait de la Nuit au Max, on va continuer à en parler, des reportages sur la Nuit au Max, rétro gaming, et dont un petit reportage sur la toute première soirée rencontre du troisième type. Ouais, c'est vrai. Pour ceux qui ne l'auront pas vu. Puis je rappelle aussi que les Geeks en modération sur le live de geek.fr une fois par mois nous offrent leur podcast en live donc. Possibilité aussi de revoir le replay sur cette même page. Et puis écoutez, je pense que c'est tout. J'allais dire une grosse connerie en disant que la semaine prochaine, il y aura un épisode hors série. Nous sommes dedans. Mais c'était celui-là. Voilà. Et puis le Twitter de Podbox. Et Laurent Doucet, venez au Nuit au Max parce Ils que sont là. Ils sont là. Absolument. Vous pouvez avoir la chance de vous faire déchirer votre billet par le Capitaine Web lui-même. Oui. Donc, surveillez vos poches quand même, on ne sait jamais. Alors du coup, voilà, vite, je finis avec Podbox. Vous pourrez retrouver Podbox sur Twitter, @Podbox avec un underscore, sur Facebook, www.facebook.com/podboxpodcast, Google+, Podbox, et vous pouvez aussi écouter sur Pod Radio le dimanche à partir de 19h. Tu Smith ? Ah voilà. Oula, il y a une légère coupure. Voilà. Et donc, je disais au revoir à nos invités et on se retrouve le 8 décembre pour la Nuit au Max et puis pour la prochaine ATG évidemment. Et puis pour le prochain apéro pour retrouver LTP.
toutes les semaines, l'apéro du parce que Capitaine. Le, Le lundi, lundi soir. le lundi. Puisque lundi soir prochain, on reçoit les garçons de No Watch. On fait le 138, son numéro après le 38. Voilà. Et Tout un programme. il faudra qu'ils boivent 100 fois plus. Voilà. De toute façon, Oula. ils boivent que de la grenade chez No Watch. Eh ben, merci de nous avoir merci. passé un Eh bon ben, moment avec merci vous. d'être venu, c'était très sympathique. Et puis, on peut se donner rendez-vous de façon samedi Ouais, devant avec le Max plaisir. Linder. devant le Max Allez. Linder. Et puis à la prochaine tout le monde. Ok. À bientôt. À bientôt. Soirée, À dans bonne 2 semaines. soirée. Ciao.